Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, épisode spécial en 2 parties, épisode spécial fin d'année. On vous le fait un petit peu tous les ans, une grande FAQ basket hors basket. On est donc aujourd'hui très nombreux. J'ai avec moi Adrien, Amine, Constant, Gabin et Tom. Comment ça va, messieurs? Allez, parlez tous en même temps, ça va être un bonheur au montage. Allez-y, parlez tous, allez-y. Ça va, fatigué, ça se passe super bien. Voilà. Et ben du coup, le jeu, ça sera de déterminer qui a dit quoi. En tout cas, on va se retrouver comme d'habitude, on vous l'a demandé sur Twitter, c'est de nous poser des questions basket et hors basket. Cette semaine, on va répondre aux questions basket, la semaine prochaine hors basket, et puis on s'en est rajouté quelques petites questions entre équipes. On va vous parler quoi? Musique, on va vous parler quoi? Cuisine aussi. On va vous parler Pékin Express. Quel jeu incroyable. Passons. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, justement pour pas rater ce genre d'infos, mais surtout sur votre plateforme de podcast préférée et également sur YouTube. Alors, on n'a pas de tenue très... Ouais, Tom, j'aime bien la petite tenue un peu verte et tout. J'aime bien Tom. Tom, j'aime plutôt. Autrement, Adrien, un peu dans la pénombre. Adrien, il y a le contre-jour, forcément, on enregistre à des heures. Normalement, moi, je dors tranquillement le week-end, donc voilà. Autre setup. On enregistre plutôt tôt, on va dire, par rapport à nos horaires habituels. Tôt en tout cas... Ouais, alors, dans le monde d'Adrien, on enregistre tôt, je pense. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Là, c'est le petit matin, là, dans le monde d'Adrien. Ouais. Il y a déjà eu 2 journées, là. Moi, il faut qu'on fasse vite parce que je vais bientôt aller me coucher, par contre. Donc... Ouais, exactement. C'est une illustration du podcast. On vit pas sur le même fuseau horaire, un peu tous. En tout cas, j'en suis où? Eh ben, on va marquer une pause. J'en suis à ce moment-là. Et puis, on va se retrouver pour la première question de cette FAQ. On se retrouve avec la première de nos très nombreuses questions. Alors, vous pouvez comprendre qu'on n'a pas alloué le même temps à chaque question, parce que je pense qu'on va passer peut-être beaucoup de temps sur cette première. Une question de Riri Fifou. Filou, j'ai pas mes lunettes, grave erreur. Nous sommes en 2030. Comment imaginez-vous la NBA? Éclosion d'un joueur, nouvelles règles, record all-time battu. On prend notre petite machine à avancer dans le temps. Adrien, 2030, c'est pas si loin que ça. Hein. Dans 6 ans, quoi. La NBA est comment? C'est pas si loin, mais en même temps, la NBA change très vite. Donc c'est pas aussi simple que ça d'avoir la bonne boule de cristal. Alors évidemment, la première chose que j'ai envie de dire, c'est la première chose que j'ai notée, ce sera la ligue de Patrick Williams et Kobe White. Mais ça semble à peu près évident pour tout le monde. Réponse des supporters des Bulls, écoutez, c'est du FAQ. Attendez-vous à toutes les réponses possibles. Ensuite, c'est assez compliqué. Moi, c'est une question que je trouve intéressante. Je pense si on y passe du temps, on peut en discuter pendant longtemps. On est obligé de prendre en considération cette espèce de Victor Wembanyama et de l'émergence aussi alors certains diront double MVP en titre, mais voilà, d'avoir Nikola Jokic, de Joel Embiid. Est-ce que ce sera encore une ligue de big à ce moment-là? Est-ce qu'on aura de plus en plus de big avec des skill sets justement à la Victor, à la Chet, donc avec des skill sets de petits? Et est-ce qu'on continuera cette tendance vers le positionless basketball finalement? Moi, c'est un peu ça que je vois. Je sais pas une réponse absolue, mais voilà, la première réponse qui me vient quand on me pose cette question, vers où on se dirige? Je pense que c'est ça, ces nouveaux profils et cette tendance qui est quand même là depuis quelques années. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était parti sur ce genre de réponse, les gars, ou est-ce que je vais... Amine, je vois Amine qui hésite. Amine, qu'est-ce que t'en penses? Non, moi j'allais juste dire que ça allait être le jeu en triangle et qu'on dépasserait rarement les 100 points par match. Mais c'était plus pour la blague, je suis assez d'accord avec Adrien. Je pense que il y a un truc dont je suis pratiquement sûr, c'est que la division Southwest, donc avec le Texas, sera la meilleure... Parce que pour moi, Luka Doncic en 2030, si on devait miser sur qui sera le meilleur joueur à ce moment-là, sera lui. Côté de ça, t'as les Spurs, t'as les Rockets qui auront normalement fini leur reconstruction. Pels, Grizzlies à voir, mais ça sera encore en état normalement. Ou débuter une nouvelle. Hein. Franchement, là, on a beaucoup mangé de division Pacifique. Je pense que la Southwest, d'ici 5-6 ans, attention. Si tout le monde reste là. Ouais, bien sûr. Les débats du GOAT sur Luka Doncic en 2030, ça commencera peut-être? Ah, c'est sûr. Est-ce que Jordan, il a gagné le 3 Leaders Cup pas Leaders Cup, In-season tournament. Ah, t'as raté les faits. Oh non. La blague qui tombe à l'eau du coup, un coup dur. Ça. Jordan, il a gagné 3 Riders Cup, je pense, mais... Ah non, parce qu'il avait pas le niveau. Il a pas gagné 3 World Series, ouais. Ça c'est sûr, parce que vu le niveau au baseball, c'est dur. Mais
Après, Jordan, tu y aurais mis $500 000 à gagner à Vegas en plus. Je pense qu'il en aurait même plus que des titres NBA, à mon avis. On déraille, hein, c'est la première question. Au niveau de l'éclosion d'un joueur, je sais pas vous les gars, mais je me suis dit que techniquement, si on prend notre habituel DH20, je pense que dans le top 10, la plupart sont déjà là. Hein. Il n'y a pas de... on dit que le titre, c'est un truc de... le titre, c'est un truc de joueur en troisième contrat, on le dit souvent. Là, tu prends le top 10 NBA, il y en a très peu qui ont moins de 26, il y en a peu en fait. Parce qu'en gros, là, si on part du principe qu'un mec top 10 NBA n'est pas encore NBA, c'est-à-dire qu'en 2030, il aura 26, 27 peut-être. Enfin, pour moi, on a déjà l'éclosion d'un joueur, on a déjà 75% des 10 meilleurs joueurs NBA qui sont déjà là. Alors, je sais, on les a peut-être pas identifiés encore, mais ils sont déjà là, je pense. Ouais, mais modulo des meneurs un peu à la Tyrese Haliburton là, qui est en train d'éclore cette saison-là. Peut-être que voilà, au niveau des guards, c'est un truc qu'on est en train d'évoquer régulièrement, qui revient. Quand vous en parliez il y a quelques semaines dans un podcast sur Orlando, voilà, de Jalen Suggs, voilà, des guards qui des fois galèrent un petit peu et puis d'un coup le jeu se met à ralentir pour eux et ça y est, on voit leur skill set, enfin quelques promesses. Donc peut-être qu'on aura ça de jeunes guards, mais sinon c'est vrai que dans les grandes lignes, a priori, on connaît la plupart des noms. Moi, je pense qu'il y aura quand même un petit vide. C'est-à-dire que je pense que, alors, je sais pas si ça va faire comme le post-Jordan, mais enfin, on va quand même passer d'une ligue avec, en tout cas pour les Américains, hein, je parle bien pour les Américains, on va passer d'une ligue où, voilà, c'était dominé par LeBron James, peut-être Steph Curry sera sur ces dernières années. Et là, enfin, quand tu vois aujourd'hui les prospects américains qui potentiellement peuvent être là, ça peut être quoi, Jason Tatum. Bon, Jason Tatum, enfin, il n'a pas le charisme de ces deux joueurs-là. Ça va être peut-être du Anthony Edwards, du Ja Morant ou du Zion Williamson. Tu vois, la NBA peine un peu à marketer ces gars-là. Donc, du coup, peut-être qu'il y aura un creux sur l'identification de la ligue, en tout cas d'un point de vue américain, même si Victor a de fortes chances d'être la tête de proue de la ligue s'il reste en santé, en tout cas. Après, il y a un truc qu'on n'a pas cité dans comment on envisage la NBA en 2030. Pour moi, c'est une NBA à 34 ou à 36 équipes. Je pense que c'est un truc qui va... c'est même pas se projeter, c'est un truc qui va arriver. Adam Silver, on a beaucoup parlé, notamment quand il était à Vegas, parce que voilà, on va pas se mentir, la finale du In-Season Tournament à Vegas, c'est aussi un test pour préparer le terrain pour l'arrivée d'une future franchise du côté de Vegas. Donc, savoir qui va dominer la ligue, savoir comment le jeu va être fait, c'est très difficile de voir parce qu'il y a 7 ans, en gros, si on se recule d'il y a 7 ans, c'était 2016, donc c'est l'explosion du tir à 3 points. Non, mais même dans le salary cap. Voilà, l'explosion du salary cap, l'explosion du tir à 3 points, du switch all, et en fait, on revient sur des schémas défensifs un peu plus classiques parce qu'il y a des intérieurs qui deviennent beaucoup plus dominants que ce qu'il pouvait y avoir en 2016. Donc, au niveau des joueurs qui vont éclore, je sais pas trop. Je vais pas trop m'avancer, mais par contre, une franchise à Seattle, une franchise à Vegas, une franchise peut-être à Nashville ou une deuxième franchise au Canada, mais c'est sûr qu'il y aura une NBA à 32 minimum, voire même 34. Et du coup, comme Gabin t'a parlé des divisions, je pense que ça va redéfinir complètement les notions de division et de conférence et que tu auras peut-être plus de divisions finalement. Ou alors tu auras 2 divisions de 8. Enfin, on avait parlé avec Tom quand on avait fait une FAQ durant l'été. Ça va peut-être changer pas mal de choses. Ah oui, Phoenix et Minnesota auront peut-être aussi un choix de draft. Ça, si c'était la blague que je voulais faire, j'ai oublié. J'ai oublié de la faire. Il y a aussi, par rapport aux extensions de ligue dont tu parlais, Constant, il y aura peut-être des équipes qui seront plus dans la même conférence aussi. Minnesota, potentiellement. Minnesota, New Orleans. Memphis. Il y a aussi cette fameuse théorie de la excuse-moi, rapidement, mais de la franchise extra continent américain, qui est toujours l'espèce de grand fantasme. Peut-être pas d'ici 2030, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt 2030. Peut-être au Mexique. Mexico City. Ouais, ça reste le continent américain même. Oui, mais tu connais les Américains, Tom. Le Mexique, c'est pas, c'est pas l'Amérique, quoi. C'est pas les États-Unis, quoi. Donc bon. Pour ce qui est des nouvelles règles, je me demande si, alors ça aussi c'est un serpent de mer, mais je pense que la ligne à 3 points, on continuera à en discuter. Je sais pas s'ils l'auront reculé, qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils vont agrandir le terrain, mais je pense qu'on va continuer à en discuter de ça. La ligne à 4 points. J'y crois pas, moi. Ça deviendrait n'importe quoi. C'est pour la Big Tree, ça. Ou alors le target score comme il y a en G-League sur les prolongations. Parce qu'on sait que la G-League est un terrain d'expérimentation. Et en prolongation, il y a un target score.
Donc peut-être que la Ligue va expérimenter. Et je dis un dernier truc, après j'arrête de monopoliser la parole. 2030, on aura enfin un USA contre le reste du monde All-Star Game. Et c'est le moment où je commencerai à regarder. Voilà. On finit Terrible, par des ça. propos de hipster, c'est horrible, c'est vraiment terrible. affreux. Non. Quelqu'un d'autre? Alors, record all-time battu, je me suis fait la liste des records all-time. Si, le record de triple-double par Jokic qui arrive là. 2030 sera fait. Il a pas fini, hein. Il a encore du Non, chemin avant il d'y est- arriver. Il y en a beaucoup, il y en Moi, a je vous beaucoup à aller avoue, chercher. Hein. 7 ans, il a le temps. 30 ans. Mais est-ce que dans Peut-être 7 aussi, ans, ça va être Jokic compliqué. jouera encore au basket? Il aura 35 ans, Jokic, dans 7 ans? Ah, il aura fini le record. Mais Ouais, on peut-être qu'il jouera plus. Hein. Bah oui. Parce qu'on Après, s'imagine le tous record que ferme. les mecs, ils vont pas LeBron- tous faire des carrières jusqu'à 40 ans, quoi. Il y en a, il y a C'est ça. 32, 33, ils vont peut-être arrêter, quoi. LeBron, s'il atteint certains records, personne n'aurait jamais dû atteindre, en fait. C'est parce qu'il a une longévité de malade mental qu'il atteint ses records. Sinon, personne Non, ne mais les aurait atteints. c'est ça. C'est LeBron, les 40 000 points là, faut se lever tôt, hein, les gars. Ah bah là, pour le coup, oui, littéralement. Et les passes de Stockton, c'est pas demain que ça arrivera non plus. Hein. Les passes et les interceptions. Quand tu cherches les records qui peuvent être facilement battus, il y a toujours il y a toujours le fait qu'en gros, les gros records all-time, faut se lever tôt, quoi. Les points par match de Wilt sur une saison 48, c'est mort. Les points sur un match de Wilt 100, c'est mort. LeBron, impossible. on l'a pas, le mec qui l'a battu, il est toujours pas en NBA, je pense. S'il s'est battu un jour, il est pas encore là. Donc, Peut-être le All record time de points battu. sur un match en playoff. Ça, je pense que c'est le premier qui peut Alors, péter. C'est les Ah, 63 de Jordan. De non Jordan, ouais. Jordan, ouais. ça va paraître ultra bête ce que je dis, mais moi, je suis toujours surpris que celui-ci, il est Ouais, toujours je suis pas, d'accord. il soit toujours pas tombé. Mitchell s'en est rapproché, hein. Ouais. 56, ouais. Ah, Mais peut-être les blocs, enfin autour des blocs, quoi, le record il est à genre 17, 16 ou 17. Pour Victor, je me dis, puis est-ce que Victor peut taper un record un peu comme ça avec des points blocs, voilà, des records c'est un des- peu. C'est des faux records parce que les blocs de Wilt n'étaient pas comptés, les blocs de Bill Bill Russell, n'étaient ouais, pas voilà. Oui, comptés. c'est ça. Mais voilà, Puis même- peut-être là-dessus, voilà, peut-être Victor peut aller chercher et puis des records un peu alambiqués, vous savez, où genre oui, à part au bout de 15 minutes, en prenant le nombre de points, nombre de 3 points, nombre de blocs, ça après c'est voilà, c'est les records à la NBA quoi. Ouais, mais les vrais records marquants, c'est un peu plus difficile. Parce qu'en plus, on a d'un côté le mec qui va mettre le record de points dans des zones pas possibles, et de l'autre, on a en ce moment le mec qui va mettre tous les records à 3 points dans des zones pas possibles aussi. Ouais. Donc, Ouais. Il va falloir se lever tôt celui-là aussi pour aller le chercher. Et puis Par surtout, contre, il y a... ouais, Vas-y, juste non, vas-y, sur, Amine, sur les 3 points, ce qui est intéressant, c'est qui au fur et à mesure peut dépasser Reggie Miller finalement et Ray Allen, parce que je pense que là, il va en avoir quelques-uns. Tu vois, les anciens leaders du classement, il y en a pas mal qui vont être dépassés. Bah Harden déjà qui est dans le top 5, il Ouais. me semble. Il est 3ème, non? Ouais, il est pas loin, ouais. Mais il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, puisqu'on parle encore une fois de la NBA de 2030, c'est que c'est des records qui ont été instaurés pour la plupart dans une ligue qui faisait 82 matchs de saison régulière. Est-ce qu'en 2030, il y aura toujours 82 matchs de saison régulière? Je suis pas sûr. Moi, j'y tiens. Si vous écoutez le podcast, vous savez que je tiens aux 82 matchs. Mais peut-être pas. Peut-être pas qu'on... Ah, les records de in-season tournament seront battus. Voilà. Non, ils sont pas pris en compte. Ils sont pas pris Oui, en mais compte. ils vont finale. finir Non, par mais créer quelque chose relatif sur au la in-season. finale. Voilà. Juste relatif au in-season, comme les records Exactement. de play-in et tout, tu vois. Play-in, ça compte pas du tout pour le coup. Ça compte pas non plus, non. Les stats au pays. aux grandes dames de Paul, de Paul. Oula, de Tom. Oula, je suis fatigué. Aux grandes dames de Tom. Ça aurait pu éviter 7 un ans- scandale hein, si les points du in-season tournament, enfin de la finale du in-season tournament avaient été comptabilisés. Hein. Mais bon. Et Ah. pour finir, en 2030, Hawks, Bulls, Raptors, on est toujours 10, 11, 12 de la côte Est. Toujours. En 2030, on sera toujours là. Et Hornets aussi, juste derrière. Détroit sera n'aura pas toujours gagné là. un match depuis. Ah, c'est terrible. Ah bah C'est voilà un terrible. record qui sera battu. Sauf C'est terrible. voilà. Ah ouais, chaud. On avance, messieurs, parce que j'allais vous mettre une relance, mais non. Léo Double qui nous demande votre maillot préféré all-time parmi les maillots de votre franchise. Allez, on va commencer dans l'ordre alphabétique inverse. Tom, ton maillot préféré all-time parmi ceux des Grises. Le Memphis Sound de Zibou. Ah, Le ouais. rouge. Le rouge numéro 50. Alors, il y a le numéro en plus. Il y a le Est-ce numéro, que, il y a le euh, jour. est-ce que ce serait pas le moment forcer Adrien en montage à faire des petites illustrations en Ah, mettant mais le clairement, maillot? clairement. Là, Et en plus, il le vend à l'audio. Je vais être vraiment obligé de le faire. Incroyable. Allez, j'essaierai d'en trouver. Allez, c'est promis. Gabin ensuite alors.
c'est pas très original. Est-ce que c'est le militaire des Raptors du coup? Je regardais pas encore à l'époque et là aussi juste pour le dire le maillot qu'ils ont sorti pour le in-season tournament là, donc doré, j'aime pas du tout. Voilà. Mais c'est pas très original, je veux dire le vintage en violet qui était porté à l'époque de Vince Carter. Voilà. En même temps, il surpasse. Moi, j'aime bien le noir et or de Toronto, il était pas mal. Non, je suis d'accord aussi. Ovio Drake, non. Constant, est-ce que c'est je vais citer que les plus moches à chaque fois. Est-ce que c'est le gris d'OKC là? On peut les citer tous quasiment. Avec les manches. J'avoue qu'il y a eu de l'expérimentation à OKC. C'est le problème d'OKC, c'est que c'est difficile de trouver les beaux maillots, mais il y en a deux qui se démarquent assez facilement. C'est le maillot pour rendre hommage aux Indiens lors de la saison 2018-2019, le bleu très clair avec la saison de Paul George. Il y en a un qui a une valeur beaucoup plus symbolique, c'est le noir avec le Oklahoma City doré, la saison de Chris Paul qui rendait hommage aux victimes de l'attentat d'Oklahoma City de 95. Donc c'est les deux maillots qui ressortent le plus. Et il y en a un, pourtant vous savez à quel point je suis critique envers les maillots du Thunder. Celui de l'an dernier, alors je sais plus si c'était le City, mais celui très foncé, mais avec un peu de rouge, un peu de bleu au niveau du short. Je le trouvais moche, sur le visuel je le trouvais moche, mais porté je le trouvais plutôt beau. Donc, mais non, sinon c'est le bleu très ciel de Paul George et de la saison Paul George 2018-2019. Amine, j'ai pas de souvenir de maillot dégoûtant des Sixers. Ouais, on est plutôt bien lotis. Bon après il y a toujours, là j'ai pas non plus d'idée. Vous avez pas joué en vert une fois? Pour la si, Saint-Patrick, c'est possible. Ouais. Mais j'ai pas d'idée de maillot horrible. Moi, si je devais choisir mon préf, c'est un maillot que j'ai, c'est le Iverson Rookie en rouge. J'adore ce maillot. Et je l'ai. Et d'ailleurs, pour l'illustration, si tu veux, tu peux prendre ma photo Twitter, Adrien. Avec plaisir. Et sinon, j'aime bien en fait les récents. Je trouve que assez classique. Chaque année, je trouve le home récent, il est toujours très bien, et même le rouge récent aussi. Sont toujours, j'aime beaucoup les couleurs. Les Bulls, j'ai tapé sur Google Ugly Bulls Jersey. Il y a rien d'horrible en vrai. Hein. Il y a eu la Saint-Patrick en vert, ça fait toujours bizarre. C'est toujours des supporters des Bulls. mais voilà, mais sinon, Chicago, c'est très classique, mais du coup ils sont bien. Bon, moi le fameux pinstripe, le noir avec les bandes rouges des années 90, mais même le blanc de base. Non mais il est iconique comme dirait ça. C'est ça. Voilà, le Rodman 91. Après moi, vraiment le blanc de base de Chicago, tout ce qu'il y a de plus classique, vraiment moi je l'aime bien. Il est très bien comme ça, même le rouge d'ailleurs. Après il y a aussi le fameux script Michael Jordan en rouge. Bon, enfin vraiment, moi les jerseys de Chicago, on s'en sort plutôt bien. Mais si je devais en citer un, ce serait le pinstripes. Du coup, un jersey préféré des Hawks, Ben? Alors, ou d'Orlando. Magic plutôt, ouais, pour être sérieux. Orlando, le noir classique d'Orlando est très très beau, époque Shaq et tout, je trouve très très beau. Et des Bucks pour ta franchise actuelle. et des Bucks. Non, alors par contre, le plus beau maillot de football américain, c'est le All Black des Baltimore Ravens. Voilà. Non, celui des Saints, c'est encore mieux. Allez, ils sont repartis. Celui des Saints, c'est encore mieux. Non, il est encore mieux. C'est notre année. Oh là là, ça va tellement mal vieillir ça. question de Penny Bergkamp qu'on salue, Baptiste, qui était dans le Dunk & Friends récemment. Enfin non, pas récemment, ça fait 6 mois. Cet été. Ouais, cet été, on va dire ça. Parce que je sais que ce genre d'épisodes sont écoutés à des moments très très différents. Je sais que c'est des épisodes, quand on regarde les stats, il y a des gens qui écoutent l'épisode de Noël de 2017-2018 des fois. Donc bonjour. Salut à vous. Vous êtes peut-être en 2030 maintenant que vous écoutez cet épisode. Mettez-vous un marqueur temporel. Quelle est l'équipe all-time en qui vous croyez qu'il n'a jamais réellement fait grand-chose? Je vais commencer. Désolé, Amine. Les Sixers avec Jimmy Butler. Voilà. Oui, malheureusement. C'est tout le temps ma réponse. Déçu pour eux. Oh là là. Tu sais quoi, j'avais pas réfléchi à la question. Tu m'as trouvé ma réponse en fait. Je pas. Oh là là. Oui. Quel dommage pour eux. Ils étaient. Quel enfoiré, gamin. Non, mais en plus, elle est intéressante à analyser cette équipe parce que factuellement, elle était plein de défauts en vérité. Tu vois, t'avais un spacing quand même pour une équipe à l'époque du grand spacing. T'avais un spacing qui était pas foufou. Hein. T'avais quand même Ben Simmons, Jimmy Butler et Joel Embiid dans le 5 majeur. Hein. T'avais de la taille.
Ouais, c'est ça. T'avais de la taille. Et bah, c'était une équipe effectivement qui aurait dû faire mieux, mais Kawhi Leonard et le vent de Toronto on a décidé autrement. Alors vous les gars, une équipe all-time. Allez, je vais la transformer, qui est pas votre équipe en plus, peut-être. Ah, enfoiré. Allez, vas-y avec les Bulls. Sinon, Adrien allait nous dire qu'il n'y avait pas de temps mort pour David Blatt, donc. C'est exactement là où j'allais en venir. Je le connais, hein. Non, mais... je le connais. Ben oui. Bon, après, qui a jamais rien fait, c'est un peu dur si on prend la formulation de Baptiste. Mais oui, forcément, moi, je suis persuadé, enfin, j'étais persuadé que cette bouture autour de D-Rose, de Joachim Noah, Luol Deng, tout ça, enfin, toute cette période des Bulls, qu'on allait finir par en attraper une. Effectivement, il n'y avait pas temps mort, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas gagné. Moi, je dirais les Lob City Clippers. Les Lob City Clippers, enfin, j'avais en tête les Celtics de 2009, mais les Celtics de 2009, il y a Garnett qui se blesse. Donc bon, ça, on peut leur laisser ça, mais franchement, les Lob City Clippers qui font pas une finale de conférence, la débâcle à Houston, la perte de balle de Chris Paul face aux Warriors. Voilà quoi. Je dirais c'est beaucoup plus récent parce que j'ai commencé à suivre sérieusement vers 2016. Mais les Nets, le trio, enfin juste le duo de base, quand on nous a annoncé KD Irving, je suis d'accord. Je me disais c'est parti pour la nouvelle dynastie quoi. Ouais. Et t'y as cru vraiment? Ah bah sur le départ, sur le papier, ça fait rêver. Et le jour où ils ont annoncé Harden, mais on était à l'époque comme les Warriors avaient signé Boogie. On se disait ouais c'est fini, c'est bon. Ça sert à rien de jouer quoi. On se demande bien pourquoi t'as cité cette année-là des Warriors. Encore une fois. Les premiers matchs des Nets, les premiers matchs où ils sont tous ensemble, les trois. Ah mais les 13. Tu dis que l'attaque, c'est impossible. Ils peuvent ne pas être bons en défense, c'est pas un problème, personne pourra les battre. En fait. T'as vraiment cette impression. On nous a même la série face aux Celtics. Ouais. On fait un coucou à Alan Guillou qui peut témoigner de la série face aux Celtics. Pauvre Evan Fournier, hein, franchement. C'est le game 2, je crois, où ils ont 110 points à la fin du troisième quart. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ouais, c'est n'importe quoi. J'en ai une autre qui revient comme ça, c'est les Suns, Nash, Boris Dio, Amaré, tout ça qui était... Après, est-ce que j'y croyais vraiment ou est-ce que j'avais envie d'y croire parce que c'était une équipe spectacle où on avait envie de les voir gagner, mais voilà, il y a celle-là qui est en train de me venir. Il y a les Kings aussi. Les Kings de ça, pour le coup, on pouvait y croire. Tu vois. Après, tout dépend où on comprend la question, les gars, parce qu'en soi, ils sont allés loin. Tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Alors que moi, c'est une équipe qui n'est jamais allée loin, et je vais pas citer des équipes des équipes qu'on jouait avant que je commence à regarder de la NBA, parce que en fait, tu connais rétroactivement le résultat, donc c'est impossible d'y croire. Mais les Pels de Boogie et Anthony Davis, ça j'y croyais. C'est-à-dire que, et encore aujourd'hui, j'y crois toujours. Je suis avec toi. J'y crois toujours. Il y a peut-être aussi, alors c'est très récent et c'est encore en cours, mais au bout d'un moment, il va falloir ouvrir ce dossier-là, mais les Clippers de Kawhi Paul George. Faudra ouvrir le dossier. Ils ont quand même fait une finale de conf, tu vois. Ouais, oui, bah ça va dans l'esprit de certaines autres équipes que j'ai citées un peu moi, mais par rapport quand même à l'attente qu'on pouvait en avoir. Je suis d'accord que ça fonctionne pas mal. Moi, j'y croyais aussi pas mal. Ouais. En fait, à chaque fois, on a envie d'y croire et on a envie d'y croire là. Enfin, c'est-à-dire qu'après les playoffs derniers, le retour de Kawhi, on est nombreux, je m'inclus dedans, à vouloir y croire, à se dire on a vu un Kawhi, c'est le meilleur joueur du monde sur certaines séquences. Peut-être qu'ils peuvent le refaire. Et à la fin, quand on fera le bilan, peut-être que ce sera pas top malgré quelques quand même avancées en playoff, comme tu dis, Tom. Je réfléchis, mais je pense qu'il n'y en a pas d'autres marquantes récemment. Parce qu'en fait, tout dépend d'où tu mets, tu vois le. Est-ce que les Spurs de 2016 peuvent être considérés tellement il y avait un ogre Golden State? Ouais. Et après, il y a les assemblages de stars, un peu comme c'est ce que j'allais dire. Dans la voilà. Les vieux Nets. Je pensais aux Lakers, je me rappelle pas très bien si on y croyait. Dwight Howard? Ouais, Lakers, Dwight Howard, Nash et tout. Ah bah d'ici, c'est pas trop fun, donc les gens y croyaient. Je pense qu'on y croyait surtout que, disons qu'au niveau de l'analyse, on était moins pointu aussi. Donc je pense qu'on y croyait pas mal quand même aux Lakers, Dwight et compagnie. Après, c'est vrai que pour revenir sur 2016, on en discutait beaucoup avec Ben, on croyait beaucoup à OKC. Ça va. Alors, chacun son tour, Constant. On vous préparera dans un an pour un épisode spécial les grosses bêtises qu'on a dit, mais c'est sur bande. OKC, on les annonce gagnants de cette série.
c'est sur bande. Genre, Après le match 1 où ils prennent 40 points, un truc comme ça, on dit non les gars, il passe. Il n'y a pas photo, il passe. Franchement, les Rockets de Daryl Morey aussi, de Mike D'Antoni plutôt en coach aussi, hein, ça rentre un peu là-dedans. Après, il y a Game 7 de finale de conf, donc ils ont fait quelque chose. La version qui rate tous ses shoots au Game 7, quoi, celle qui était le plus proche finalement. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment décevant en vrai? Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai, t'as raison. C'est pas décevant, tu vois. Si Chris Paul avait joué ce match, mais l'histoire, elle aurait pu être totalement différente. C'est pour ça, Amine, désolé de remuer le couteau dans la plaie, mais on a cité beaucoup d'équipes qui sont allées en finale de conf, en fait. Ouais, là, c'est mid-conf. Mais de toute façon, les Sixers, tu peux mettre de mid-conf avant le début de la saison. C'est pas... maximum. Max, avec de la marge. On va enchaîner avec une autre question de Baptiste. Si vous deviez vous décrire en tant que joueur de basket avec les qualités de joueur NBA, ça donnerait quoi? Exemple, le shoot de MKG avec le corps de TJ McConnell. Alors, cette question, on va y répondre à moitié. Parce qu'en fait, globalement, on pourrait dire qu'on a les qualités athlétiques d'André Miller, qu'on a je sais pas, enfin voilà, J'ai l'impact de Tony Snell quand il fait le sextuple 0 en 28 minutes. Voilà, Moi, j'ai un bon exemple. C'est Kenny Lofton. Je suis Kenny Lofton Jr. en moins fort. C'est tout. On est méchant, on n'aura pas de cadeau à Noël. On a décidé de modifier un peu la question en se décrivant. C'est une idée d'Amine que je salue. Bah non, parce que t'es là, Amine, du coup. On peut le saluer quand même. On peut le saluer. Bonjour Amine, bienvenue. Salut Amine. Décrivez-vous avec les qualités d'un joueur NBA, mais votre personnalité, impact dans le podcast. Alors, on va commencer avec celui qui a proposé cette question, c'est Amine. Alors, parce qu'elle est difficile, cette question. Nicolas Batum marque pas beaucoup de points, sert un peu de connecteur, fait le max, essaie de faire le max pour l'équipe. Des fois il est pas là quand même, c'est un peu dur des fois. Des fois il est un peu surcoté, surpayé, mais après ça revient quand il est un peu moins payé, tu vois. Nicolas Batum. À un certain âge, pardon. J'ai pensé. Au début j'ai fait. Non mais j'y ai pensé pour moi quand j'ai réfléchi à la question, c'est pour ça que je me permets. Au début, je voulais dire, j'ai oublié son nom, le du hit qui vient de prendre sa retraite. Je voulais dire Udonis Haslem. Udonis Haslem, juste pour l'âge, mais finalement. Ah, pas mal. Alors on va être humble et tout là, tous. Allez, on va enchaîner. Allez, Adrien, je t'ai en suivant sur le. Comment ça, on va être humble? Non, bien sûr. Jordan. C'est compliqué comme question. Dans le premier, comme je me retrouve souvent à la présentation, on a envie de parler d'un meneur de jeu, mais j'ai pas envie d'être. Voilà, on a forcément envie d'être un peu humble. Un Tyus Jones ou quelque chose comme ça. Ou alors pour faire dans le truc un peu. Allez, non, je vais et en plus comme ça va me permettre de saluer un auditeur régulier du podcast. Je vais dire Jalen Brunson. Et je salue Maxence du coup, fan des Knicks. Jalen Brunson, voilà, meneur comme ça à la présentation, solide, pas top tier parce qu'évidemment j'ai encore plein de défauts. Mais attention à ce que tu dis. Ouais. Voilà, mais là pour faire jouer, pour que ça fonctionne, j'arrive à faire jouer Julius Randle, donc finalement quelque part c'est quand même pas si modeste que ça. Qui est Julius Randle dans le podcast Joker, je ne répondrai pas à cette question. Non, alors Adrien dit n'importe quoi. Moi, je l'ai déjà montré sur Twitter, même si moi, dans les contacts des membres du podcast, je m'appelle juste Ben DH. Bref, c'est Adrien Goat, tu vois, le Goat de la présentation. On enchaîne par l'ordre alphabétique. Constant. Alors, qui es-tu? Moi, je dirais Russell Westbrook. C'est-à-dire que je m'éparpille dans tous les sens. Parfois, je dis n'importe quoi. Vraiment, il y a des moments où je fais des grosses conneries tellement je m'éparpille, tellement je veux faire. Je monopolise la balle parfois vis-à-vis de mes coéquipiers. Mais de temps en temps, je suis capable d'être propre et de sortir 2 ou 3 trucs à peu près intelligents. Donc voilà, je me comparerais à Russell Westbrook. Pas mal. Et moins le côté... Parce que Tyus Jones, sérieux, faut arrêter. Ouais. Gabin. DeRozan. Parce que je joue que à mi-distance. Même poste, et moi, j'avais pas de jeu à 3 points. Donc j'avais les qualités de finition au cercle et le mi-distance, mais je forçais beaucoup trop. Je pense que si j'avais une page clinique de glace, j'aurais été en rouge fluo en proportion. Tu parles en basket en fait. Parce que sinon je me disais il parlerait que des équipes mid ou il parlerait que des... Non, c'est bizarre. Bah aussi, ouais. C'est ça. J'ai jamais, dans toute ma carrière de joueur en départ là, j'ai jamais fait une saison positive, je crois. Et DeRozan, c'est pas forcément son cas, mais voilà. Un joueur qui est tout le temps dans des équipes nulles, faudrait trouver ça.
À toi, Tom. Oh là, c'est compliqué. C'est déjà compliqué. Vas-y, Tom. Moi, j'hésite entre deux joueurs. Je dirais soit Damian Lillard ou sinon Jason Tatum, en vrai. Jason Tatum plus dans le côté peut-être polyvalence, bien sur pas mal de sujets, même si il y a des choses que je ne maîtrise pas forcément, avec un truc en plus sur la partie CBA. Puisque je pense que ça va être Mais c'est mon quel principal. impact du jeu de Tatum qui serait le CBA, Tom? La défense loin du ballon. Non, le CBS, c'est Gilbert Arenas. Ou sinon, du coup, je disais Damian Lillard plutôt dans le sens où, par exemple, vu que, on va dire que par rapport à ce que je peux entendre en France, le CBA, ce serait le shoot à 3 points de Lillard, quoi. À peu près. Moi, j'en ai une toute trouvée pour toi, Tom. Ouais, vas-y, shoot. C'est Chris Paul. C'est Chris Paul, c'est-à-dire que c'est le maestro sur le parquet, c'est-à-dire que il calcule tout à l'avance, il sait déjà ce qu'il va dire, il sait déjà comment s'est préparé. Non. Pour moi, c'est Chris Paul. Et il connaît le CBA vu qu'il était au syndicat des joueurs. Et en plus, il connaît bien le CBA parce qu'il sait jouer avec les règles en plus. Donc, non, c'est plus Chris. C'est mieux que Malcolm Brogdon, Tom. Mais moi j'aimais bien Lillard quand même. Je trouvais que c'était pas mal Lillard pour Tom. C'est un peu le franchise, tu vois. Ça veut dire qu'il est clutch. Il faut le mettre en avant. Du coup, quelle est la notion de clutch dans les podcasts? Il est bon sur les pronos. Là, pour le coup, je suis pas Lillard, effectivement. Là, je suis plus Westbrook que Lillard, d'ailleurs. Pour les sujets. Ah, après, je suis rarement à l'heure, pour le coup. Ah oui. C'est vrai. Alors, si le Dame Time s'était arrivé à l'heure, il y a un paquet de mecs ici présents qui sont pas Dame Time. Amine, c'est le GOAT, il arrive en avance, carrément. Amine, on se tape des discussions de 30 minutes, moi et Amine, des fois, avant que le podcast il commence. Là, on peut discuter de nos vies. Enfin, bref. Je dirais Prime Eric Bledsoe. Je pense. Parce que dans le côté. Prime Eric Bledsoe? Dans le côté, il en a fait. Eu un Prime Eric Bledsoe? Non, mais t'as pas le droit. Franchement, tu te moques d'Adrien qui dit Tyus Jones, t'as pas le droit de dire Prime Eric Bledsoe. J'ai dit au moins John Wall. Optimus Dime. Non. Alors, déjà, parce que John Wall, c'est pas un joueur que j'ai trop apprécié. Non, je pense dans ce côté-là. T'aimais bien Eric Bledsoe, du coup? Eric Bledsoe, même Prime, c'est pas. Non. Alors, je pense que parce que sur 2K, Eric Bledsoe, quand je jouais à 2K à l'époque, c'était une machine de guerre. Vraiment. Donc voilà. Ouais. Je faisais des saisons à 25-10-10 avec Eric Bledsoe. Bref, passons. Alors que non, ils font un gars qui porte son équipe là tout le temps, qui oblige. Ouais. Il y a un côté, un côté meneur par l'exemple. Ce serait Chris Paul, hein. Ce serait plutôt toi, Chris Paul, pour le coup. Rondo, non, je pense pas. Moi, j'aime bien. C'est Rondo. Parce que Rondo, c'est bien aussi. Parfois, il a 2-3 branques, il est obligé de les recadrer un peu, tu vois. Allons-y, c'est très gênant comme c'est la situation de ce mec. Il y a quand même je suis désolé, je vais te gêner encore plus, mais il y a un petit côté LeBron, c'est-à-dire président, GM, joueur, tout en même temps, tu vois. Ouais, joueur, ouais. Quand il faut représenter, c'est les Asiatiques. C'est ça. Il y a un côté aussi. Ah bah du coup psychorégie, du coup LeBron, je sais pas. Ça aussi. C'est ton côté Kobe, ça. Oui. Oh, la vache. Juste là-dessus, je veux pas. Voilà. Enchaînons. Est-ce qu'il y a un épisode... Alors, j'adore cette question. Pour moi, je pourrais faire un épisode sur cette question. Est-ce qu'il y a un épisode du podcast dont vous êtes particulièrement fier? Je vais commencer sur celle-ci, parce qu'en fait, pour moi, il y a 3 réponses à celle-ci. Il y a la réponse d'un auditeur, il y a la réponse d'un intervenant du podcast, et il y a la mienne, et je dirais peut-être celle d'Adrien et un peu d'Amine. Genre, quand t'as la présentation, t'as pas la même perception des épisodes que quand tu participes. Et moi, pour moi, le meilleur, et je l'ai déjà dit à l'époque où on l'a enregistré, c'est la première partie du DH20 2023. Pourquoi? Parce que c'est l'épisode le plus difficile. Alors, ceux qui aiment faire des épisodes d'1h40 quand ils sont dans une FAQ à 2, forcément, ils étaient frustrés par cet épisode. Forcément. Mais cet épisode, c'est un épisode où on doit réussir à présenter nos critères, on doit réussir à parler de 15 joueurs et on doit le faire d'une manière qui va pas dégoûter des personnes qui vont découvrir le podcast d'un côté et de l'autre, mais ils seront jamais satisfaits, va satisfaire la branche, on va dire, un peu plus... Je cherche le qualificatif. Exigeante des auditeurs. Donc en fait, c'est un numéro d'équilibriste et cette année pour moi c'est la meilleure fois. C'est le meilleur épisode qu'on ait jamais pondu. Je parle pas en termes d'auditeurs, je parle en termes de structure. Quand on réfléchit à un épisode, la manière dont il doit être présenté au public à la fin, c'est le meilleur qu'on ait jamais fait. Bon. Mais ça, j'avoue que c'est un critère où c'est loin d'être le plus intéressant, c'est loin d'être celui où on a avancé les meilleurs arguments. Mais structurellement, c'est le meilleur qu'on ait jamais fait.
Je vais embrayer du coup, parce que justement moi c'était un peu ça ma réponse. Il y en a plusieurs, mais moi c'est surtout autour de l'installation de certains formats. J'aime beaucoup ce qui ont été faits parmi les étés, notamment là sur la fenêtre de titre, qu'est-ce qu'un vrai contender, les petits gros marchés, toute cette série là, et puis les formats qu'on a instaurés, alors avec des noms qui parfois ne plaisent pas à Ben. Je pense bien sûr au 4 quarts, mais le 4 quarts et les post-mortem aussi de l'année dernière, je trouve que c'est certains formats avec des rendez-vous précis dans la saison. Moi, je trouve que je suis content qu'on ait pu mettre ça en place. Ça nous permet d'avoir aussi une vision à tel moment. On sait qu'on va pouvoir parler de tout ça, et ensuite, ça nous permet d'être un peu plus libre sur le reste. Donc, c'est pas un épisode précis. J'ai un peu tourné la question aussi, détourné, et c'est peut-être aussi le point de vue présentateur. Mais moi, j'aime bien l'instauration de certains formats qui me semblent, j'espère que c'est le cas, intéressant un peu pour tout le monde. Ouais, moi je vais rebondir parce que je voulais parler justement des post-mortem, que je trouve vraiment c'est un format qui m'a beaucoup plu à faire. J'en ai fait beaucoup en plus à l'époque, et j'en ai fait à la présentation en tant qu'intervenant et tout. Et je trouvais que c'était hyper agréable en fait de revenir en détail un peu sur la saison d'une équipe. D'une certaine manière, c'est un format assez court finalement, mais qu'on faisait soit à 2, soit à 3, donc on n'était pas tant que ça. On pouvait quand même prendre le temps de vraiment évoquer tout ce qu'il y avait de fait par chaque équipe. Mais si je devais en retenir un seul enregistrement, j'ai adoré faire l'épisode sur où doit aller Victor, qu'on avait fait avec Ben et Constant. Et je sais que c'est un épisode qui a beaucoup plu en plus, mais c'est un épisode où on s'est servi de Victor Wembanyama pour faire vraiment un large panel des reconstructions aussi qui étaient en cours et tout. Je trouvais que c'était j'ai vraiment adoré faire cet épisode. C'est notre épisode le plus écouté all time. Genre, alors c'est difficile les stats parce qu'en fait on change d'hébergeur tous les 3 mois, mais en gros il a beaucoup plu. Il y a le facteur Victor, et c'est vrai pour en avoir fait partie. Alors c'était pas agréable de l'enregistrer à 2h du matin, mais il était très très bien. On n'a pas entendu encore Gabin. Je me garde Tom pour la fin parce que Tom, vu que t'es là depuis le début, j'aimerais bien savoir c'est lequel de tu. Je vais citer un épisode qui peut paraître anodin, mais c'est celui de l'année dernière quand on avait parlé des Brooklyn Nets, quand ça fonctionnait bien avant que l'équipe explose. Parce que pour moi, il y a eu un avant-après. En gros, je débutais et j'étais pas forcément satisfait de mon niveau avant. Et celui-là, je m'étais vraiment senti bien. Et je crois que c'était le premier épisode où je suis vraiment satisfait de mon niveau. Et depuis, je suis très content de ce que je fais. Donc, les Nets, j'ai envie de le citer, celui-là. Tu as le droit de parler d'un sentiment personnel. Parce que pour nous, j'en suis sûr que certains auditeurs diront peut-être mais vous n'avez pas cité celui-ci, mais c'est différent. Enfin, pour nous, c'est pas la même chose. Constant, est-ce que c'est celui sur Victor? Alors attends, me dis pas Constant, je vais essayer de deviner. Non, j'arrive pas à deviner. Vas-y, Constant. Ça n'a pas mis longtemps. La réflexion a été longue. Hein, en tout cas. Non, c'est l'épisode sur Victor. Déjà parce que c'est l'épisode où je trouve, en tout cas moi personnellement, j'ai été le plus clairvoyant sur la situation de certaines franchises, notamment les Spurs. Effectivement, mon épisode préféré, c'est pas celui avec Tom et Gabin où je dis que les Cavs sont plus un contender que les Nuggets. Alors, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Non, mais je trouve que déjà, on fait des FAQ d'1h40 avec Tom, donc déjà c'est un épisode qui dure 1h30, je crois, il me semble, sur celui de Victor. Et comme l'a très bien dit Amine, je trouve qu'on s'est servi du prétexte de Victor pour faire un espèce. En fait, c'est un podcast reconstruction, mais sur 8 équipes en 1h30, quoi. En se projetant un peu plus. Donc voilà, si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien les équipes qui reconstruisent un petit peu. Donc oui, je trouve que c'était celui où on avait le temps de parler, on parlait plein de choses et on pouvait un peu survoler certaines franchises. Donc je trouvais que c'était en tout cas à enregistrer, c'est probablement celui que j'ai préféré le faire. Après toujours je citerai il me semble les deux previews de playoffs que j'ai fait avec Tom qui sont toujours un délice à enregistrer. Enregistrer tout seul avec Tom, c'est toujours très intéressant parce qu'il te pousse non, mais c'est même pas une blague. Non, je suis très honnête parce qu'il te pousse, il t'élève ton niveau. C'est pour ça que c'est Chris Paul aussi la métaphore, c'est que Tom, de par sa présence, il élève ton niveau de jeu des coéquipiers, je trouve. Donc voilà, j'avais bien aimé les deux podcasts preview avec Tom. Il semble que c'était Clippers, Suns et Celtics. Clippers et Suns. Ouais, Clippers, Suns, et Celtics, Sixers, il me semble. 1h45 pour le podcast sur Victor. J'étais allé regarder la même chose. Ouais. Tom, pour terminer. Alors, moi, il y en a plusieurs. Alors, déjà, je vais faire celui où j'ai pas participé et qui me marque toujours, et à chaque fois, je reviens dessus. C'est le podcast sur l'expansion. Je crois que c'est Ben ça avec salut Pierre. Pierre, avec Pierre.
shout out. Pierre, c'est l'un de mes podcasts préférés sur la chaîne de Kebdo. Parmi ceux que j'ai fait, la 200e parce qu'elle a une saveur particulière. Il y a aussi qu'on faisait, Ben, je sais pas si tu te souviens des podcasts où on faisait les mock drafts, où on devait faire des échanges avant. On devait faire des échanges avant et tout ça. On avait Alan du coup qui parlait des Européens de service entre guillemets et tout ça. C'était ça fait partie des souvenirs. Et sinon, parmi ceux qui m'ont le plus marqué que j'ai fait, je dirais le podcast sur l'héliocentrisme et les jeunes joueurs. Je voulais dire un truc pour les podcasts avant que j'intègre l'équipe, parce que c'est vrai que c'est peut-être intéressant. Et justement, avant que j'intègre l'équipe, il y en a deux qui m'ont marqué. Et justement, l'héliocentrisme dont tu viens de parler, Tom, c'est un des épisodes qui m'avait beaucoup marqué. Et j'avais adoré le jeu de rôle reconstruction sur les... Enfin, pas reconstruction, jeu de rôle sur les Knicks. Après la bonne saison où vous jouiez GM, président, coach. Ah oui. On avait fait les Knicks, on avait fait les Cavs aussi. On a refait les Wizards l'an dernier aussi. On pourrait refaire cette année, hein, mais... Non, ils ont suivi à la lettre ce qu'on leur avait dit de faire, les Wizards. Ils ont tradé Bradley Beal, ils ont reconstruit. Donc, et sinon, ouais, en tant qu'auditeur, bon, ça c'est encore moi et mes biais, mais le podcast Petit et Gros Marché, avant de rejoindre la team, c'est toujours un de mes favoris. Je regarde, Expansion, ça date du 25 octobre 2016. Ça nous rajeunit pas. C'est le 24e. Donc ouais, il date celui-ci. Oui, Petit Gros Marché. En fait, Petit Gros Marché, je pense que dans l'histoire du podcast, globalement, c'est le moment où on s'est dit, on peut partir sur ces sujets un peu hors basket, on est légitime. Et c'est là où ça a marqué quelque chose. Et ben, enchaînons. On remercie Baptiste pour toutes ces questions. On va enchaîner avec Quentin qui nous demande, faut-il regarder la Summer League pour être considéré analyste NBA? Est-ce que vous vous considérez comme des analystes NBA? Première question. Non. Oui. Non. Parce que si on nous compare au niveau moyen des gens qui regardent la NBA, en fait, je m'en rends compte qu'on est vraiment... Attention. Limite, on se casse la magie parce qu'on analyse trop. Enfin, c'est-à-dire, des fois, j'entends des gens me dire « Ouah, machin, il est trop fort parce qu'il a vu des highlights. » Et j'ai envie de les laisser rêver. Et nous, on regarde trop pour savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire, analyste? Mais regarder n'est pas analyser. Avant de répondre à la question, c'est bien de savoir ce que ça veut dire le mot. Et là, j'ai pas de réponse exacte, en fait. Très bonne note au bac de philo, Amine. Non, mais... En fait, oui, analyser la avant question, de mettre des étiquettes, je sais pas, moi, non, je suis pas un analyste. Moi, je parle de basket dans un podcast, je suis content de le faire. Je sais pas si je le fais assez bien. J'essaie de le faire du mieux que je peux, et voilà, c'est tout. Hein. Oui, non, mais voilà, moi je suis d'accord avec toi. Si on parle d'analyse, si on parle en tant que métier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe de basket, de NBA, qui peut avoir utilité de nos connaissances en tant que, comme tu dis, d'amateur. Parce qu'il n'y a plus Alan, mais sinon... Oui, évidemment, Alan Guillou, maintenant son métier. Donc bien sûr. Mais oui, c'est vrai que ça dépend où on considère la barre d'analyse. Mais c'est vrai que si on considère l'analyse professionnelle, c'est compliqué de répondre oui à cette question. Enfin, au fait qu'on soit des analystes, parce que la Summer League, parce que si on retourne la question sur la Summer League, vraiment, non, il y a peut-être... C'est une question provocatrice, évidemment. Voilà, exactement. Des analystes professionnels sont obligés contractuellement de regarder la Summer League, c'est leur métier. Voilà, il faut forcément qu'ils prennent en compte ce qui se passe dans la Summer League avec le contexte qui va avec, etc., etc. Après, regarder la Summer League pour comprendre la NBA et avoir un avis, comme disait Gamin, déjà tout le monde peut avoir un avis, même le fan le plus casual peut avoir un avis sur la NBA. Tant que voilà, il est formulé de manière correcte, tout le monde a son avis et tout le monde peut avoir le sien. Et qu'on regarde la Summer League ou non, je pense pas que ça change grand chose. Et même parfois la Summer League a cet effet piège. Et Ben, je sais que tu t'en parles souvent, les MVP de Summer League où il y a des joueurs où les gens les érigent comme les prochains héros de la saison qui arrivent juste après l'été. Bon, il faut pas non plus suranalyser la Summer League. On reparle de Kenny Lofton Jr. une deuxième fois. En vrai, la Summer League, c'est comme le Combine dans NBA ou dans d'autres sports. Ce qui est inquiétant, c'est quand tu es complètement nul. Oui, là, il faut se poser des questions. Si tu es vraiment à la rue en Summer League ou si tu excelles. Surtout en deuxième ou troisième année, où on commence à t'attendre. Déjà, si tu es là en troisième année. Si tu es en Summer League en troisième année, voilà. Déjà, c'est mort. C'est mort. C'est déjà James Bouknight qui était en troisième année, t'es mort. Mais autrement. Ouais, non, on n'est pas des... Ça veut rien dire. Si le joueur est bon, on va se dire on attend la saison. Et moi, par exemple, Grady Dick, il a pas fait une énorme Summer League, il a pas été bon du tout. Je me suis dit, il est toujours pas bon en NBA. Donc en fait, voilà, peu importe le résultat, de toute façon, tu tires la conclusion que tu veux et qui t'arrange, quoi.
La Summer League, c'est pas... Alors, si je peux dire un truc, moi je me considère pas comme analyste, je me considère comme quelqu'un qui aime la NBA et qui en parle avec d'autres gens qui aiment la NBA. C'est-à-dire que même si on se compare au sein du podcast, c'est-à-dire que Tom, je le considère comme un analyste, Ben, Adrien, enfin Poutou, je le considère comme un analyste. Moi, je me trouve en dessous parce qu'il y a des angles que vous allez voir que. Non mais c'est pas de la fausse. Ce n'est pas. Non mais c'est pas de la fausse modestie. Non mais je pourrais tenir le même discours. Non mais c'est pas une question de. Je pense pas que ce soit de la fausse modestie. C'est pas de la fausse modestie, c'est-à-dire que. Mais c'est-à-dire que quand même. Il y a des angles que vous allez voir que moi je vois pas. Je l'ai toujours dit et ça c'est un truc que je répéterai. Lire des actions, c'est-à-dire que décrypter des actions, de dire là il y a un spy pick and roll, là il y a machin, là il y a machin, c'est une galère pour moi, c'est un enfer. Alors que vous, c'est beaucoup. Mais tu vois, non, moi aussi. Donc ne dis pas à tout le monde. Donc sur l'aspect tactique, moi c'est une galère. Par contre, il y a un truc que je déteste et ça je me bats contre ça, c'est que il faut pas avoir vu. En fait, tu peux être analyste si tu ne regardes que de la NBA. Tu peux savoir analyser le basket si tu regardes que de la NBA. Je déteste, par exemple, un truc que je déteste comme ça, je vais le dire, c'est lorsqu'il y a tout le processus de draft et que tu parles de certains prospects, il y a des mecs qui vont te sortir des noms d'Européens qui ont joué il y a 25 ans. Et ça, je trouve que c'est un truc un peu élitiste, un peu gardien du temple qui, moi, me déplaît. C'est-à-dire que le but, en tout cas, moi, le but premier des gens qui connaissent mieux le basket que d'autres, c'est d'initier ceux qui connaissent point à mieux comprendre. C'est pas de faire gardien du temple en disant machin. C'est un truc très donjon, c'est un truc très populiste, on va dire. Mais j'aime pas en tout cas ceux qui font les gardiens du temple et je me dis que tout le monde a un avis NBA. Alors après, l'avis est plus ou moins développé, mais ce n'est pas en discréditant automatiquement les avis des gens sans essayer un minimum de comprendre ce qu'ils veulent dire qu'on va avancer dans les débats et que la communauté qui se scinde en deux, en tout cas au moins sur Twitter, va s'assigner. C'est valable pour les autres sujets que le basket. Tout à fait. Notamment le rap. Bien sûr. Mais sans même parler des échanges avec d'autres personnes, il y a clairement une évolution avec... Enfin, là, je parle pour mon avis personnel. Avant d'intégrer l'équipe, je regardais juste les matchs pour le plaisir et j'étais pas forcément concentré devant. Et maintenant, en fait, limite, vu qu'on est ici et qu'on en parle, bah, ça demande limite du travail. D'être devant le match et de rester concentré et d'aller ensuite regarder les stats, d'aller lire des articles. C'est des efforts que... Pour toi. On faisait pas forcément avant, quoi. Je sais pas si vous, c'était comme ça, mais... Et du coup, bah... Mais tous passaient par là, normalement. Ouais, voilà. Oui, après, pour revenir à ce que disait Constant, on a tous aussi des avantages, ou des choses qu'on voit plus facilement. Enfin, chacun a son profil, comme tu disais, peut-être plus ou moins terrain. Enfin, c'est-à-dire que voilà, Pierre a été cité, c'est peut-être quelque chose. Là, je parle en tant qu'ex-auditeur qui manque maintenant à l'équipe. Il y a de ce point de vue terrain de coach Pierre, comme on l'appelait. Mais chacun amène ses qualités. Et je pourrais tenir, parce qu'on s'est moqué de toi, Constant, mais je pourrais tenir le même discours que toi, où forcément on se sent à côté, notamment à côté éminence, monsieur Tom Feller, mais à côté de chacun. Oui, Tom, on va te saucer tout le podcast. Tom, c'est vrai que c'est dur, Tom, pour toi, mais c'est... De toute façon, à chaque podcast, qu'on pense. Hein. À chaque podcast, maintenant, je sauce Tom de toute façon. Donc, il y a un moment où je vais juste filer mon rib et puis serre-toi, quoi. Non, mais tu vois, je vais du point de vue auditeur et parfois même à la présentation, on a un rôle un peu plus spectateur, comme tu disais, Ben. Moi, je trouve que l'intérêt justement des podcasts, d'une autre, mais aussi d'autres qu'on peut écouter, c'est justement cette interaction entre les différents points de vue et les angles que chacun peut voir qui fait avancer la discussion, comme tu disais, Constant, où il n'y aura pas de vérité absolue qui va en sortir, mais justement on se dit ah tiens, t'as pensé à ça, ah oui, et cette espèce de rebond de ping-pong d'échange qui crée une émulsion et qui crée un sujet intéressant. Et voilà, on citait tout à l'heure le sujet de l'héliocentrisme, le podcast qu'on avait fait. Il y a eu un premier épisode, il y en a eu un deuxième, parce qu'en fait on évolue aussi à force et on peut revenir. Et voilà, c'est aussi ça. Alors analyste comme voilà, et je sais pas si c'est toujours le bon mot, mais en tout cas moi c'est ces discussions que je trouve hyper intéressantes. Je vais te donner la parole, Tom. Dernière chose, il y a un côté aussi, on parlait des systèmes et tout, d'abord du format qui se prête pas. Le podcast ne se prête pas au fait de parler des systèmes et tout parce que, première chose, tu ne peux pas les illustrer. Ouais. Et deuxième chose, moi je trouve que c'est un truc un peu excluant aussi parfois parce que au niveau de la terminologie, etc., si tu n'as pas les images, ça peut être difficile pour les gens de le voir. Donc, on avait fait une série qui s'appelait Profil il y a très longtemps. On parlait des joueurs pendant 15 minutes. On avait reçu un paquet de remarques d'auditeurs qui nous disaient en gros c'est intéressant mais il est ultra lourd à écouter comme format. Donc il y a cette notion là aussi, c'est que parfois on est dépendant du format qui peut offrir d'autres choses. Après, comme Constant, je te rejoins, parler
en soi, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, hein, je vais être honnête, hein, parler des systèmes et tout. Non, mais justement, je trouve que si tu veux être considéré comme un analyste, il faut savoir décrypter les systèmes. Je suis d'accord aussi. Pour moi, c'est peut-être la différence entre l'analyste et l'observateur. C'est-à-dire que si tu veux être analyste, il faut savoir analyser le jeu. C'est analyste, analyser. Là où si tu es observateur, tu peux moins analyser. Pour le coup, pour moi, ça dépend parce que, en gros, la NBA, c'est pas que du basket. T'as des gens qui vont être très forts sur l'aspect business, par exemple Bobby Marks. Par contre, sur l'aspect terrain, Bobby Marks, c'est pas le même niveau que, par exemple, je sais pas, un Nikias Duncan ou des gars comme ça, en fait. Donc, je trouve que, la NBA, c'est pas que du basket. Il y a beaucoup de basket, mais c'est un business dans lequel il y a du basket. Et malheureusement, on peut se dire, pour certains, ils auraient aimé que ce soit que du basket et que la partie narrative soit autour. Mais voilà, en termes d'analyse, t'as plusieurs types d'analyse. Encore une fois, t'as ceux qui vont être spécialisés sur la partie, on va dire CBA et cap. Tu vas être des gars qui vont être très forts sur la partie scouting. Tu vas être des gars qui vont être très forts sur la partie comprendre les relations avec les agents. Mark Bartelstein, notre ami Mark, mais la mafia. Notre ami. Non, pas pour moi. Enfin, il y a plusieurs types d'analystes et en tout cas personnellement, moi je ne considère pas que j'en suis un. Encore une fois, moi je me considère juste comme fan de NBA qui fait l'effort de se documenter pour pouvoir partager. Et si, alors, ça n'arrivera pas. Si là, on était rémunéré, c'était notre taf, vous considériez tous comme analystes ? Non. Peut-être comme journaliste à la limite. Peut-être non, je dirais plus proche que ça. Je dirais aux gens qui nous rémunèrent, qu'est-ce que vous foutez ? Ne me rémunérez pas pour ça, vraiment. Donnez votre argent. Non, tu dis merci. Après, je ne peux pas dire, parce qu'ils rémunèrent aussi des gens, des fois, qui ne connaissent pas grand-chose. Donc, moi, je dirais merci de donner cet argent. Alors, je pense que ça dépend, parce qu'en fait, si jamais on était payé pour ça, on passerait beaucoup plus de temps qu'on y passe déjà. Et déjà, on passe beaucoup un peu plus. Bah oui. On passe beaucoup de temps par rapport à la passion. Mais tu vois, par exemple, au lieu de regarder un match par soir, j'en regarderais peut-être 2 ou 3. Ou des choses comme ça, tu vois. En fait, ça dépend de ton éthique. Ça dépend de ton éthique de travail. Et du coup, à partir du moment où si t'es payé pour ça, on peut considérer que tu fais que ça, on va dire. Et du coup, t'as vraiment du temps. Et si t'as une éthique de travail qui fait que t'as pas envie de travailler, d'être un passager clandestin, comme on dit dans le monde du travail, tu vas forcer encore plus pour t'améliorer et travailler le mieux possible pour te donner le meilleur. Et ça dépend aussi l'axe que tu veux considérer. C'est-à-dire que tu peux aussi te considérer un peu comme ce que disait Constant tout à l'heure, de ton rôle, même en tant que métier, ça pourrait être de vulgariser au plus grand nombre. Quand il y a des gens qui, tu vois, quand il y a les gars qui font les commentaires de l'équipe de France pendant les Jeux Olympiques, j'imagine qu'ils ont du mal à se considérer comme analystes, mais en même temps, t'es quand même là pour passer le truc et tu fais partie du truc. Peut-être que tu pourrais faire, tu peux être payé pour juste simplement donner envie aux gens de regarder le basket. Tom, ça suffit. Je pense à Dakou qui dit smash. Il la smash. Mais bien sûr. Bien sûr. Non, mais voilà. Mais tu fais partie du truc. Et après, c'est ta conscience avec toi-même. Si tu peux te considérer comme, tu peux vouloir devenir un analyste une fois que t'es payé et vraiment faire des palettes, avec des trucs 3D super technologiques, parce que t'as les moyens, c'est super, c'est génial. Mais tu peux simplement aussi vouloir faire une émission carrée de vulgarisation, entre guillemets, de basket et de partage, en la faisant bien produite avec peut-être plus d'invités ou des choses comme ça, sans forcément t'axer sur l'analyse. Donc, et tu peux même faire le café du commerce. En vérité, il y a un public pour ça et tu as le droit de le faire aussi, en vérité. Bien sûr. Chacun son public, quoi. Je trouve qu'on n'a peut-être pas la même définition, mais finalement, on l'est tous, parce que c'est ce qu'on fait. On fait un travail de documentation avant de regarder les matchs. On fait des analyses qu'on retranscrit. Mais après, dans la discipline, tu as plusieurs niveaux et plusieurs spécialités. Et on les... Forcément, si nous, on fait le podcast, on l'est tous, quoi. Mais après, tu as des niveaux où tu peux monter dans l'échelle et là, vous vous comparez en fait aux mecs qui font ça comme métier et qui sont vraiment à la pointe de l'analyse, quoi. Alors que on est peut-être niveau 1, 2, 3, mais c'est pas pour ça qu'on ne l'est pas, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi une question de légitimité. On en parle souvent ensemble, la notion du syndrome peut-être de l'imposteur. Où, on n'a pas forcément de gros background de point de vue basket terrain. D'un point de vue basket terrain ou une expérience en club. Donc, du coup, c'est vrai que t'es obligé de travailler un peu plus
Parce que tu as cette notion un peu de syndrome de l'imposteur, de bosser, de travailler tes angles, voir si ça marche, si c'est cohérent, d'aller encore un petit peu plus loin. Et peut-être que, et je pense que c'est aussi peut-être un truc la notion de légitimité, et c'est peut-être quelque chose qui est reproché aussi souvent au panel, par exemple, les gars d'ESPN, tout ça, où comme ils ont joué, entre guillemets, on a l'impression qu'ils font pas tout ce travail aussi de fond et qui restent sur les préceptes qu'ils ont connus quand ils étaient joueurs et qu'ils ont la légitimité parce qu'ils ont joué. Qui est un présupposé qui est aussi admis par certains anciens joueurs de basket qui tiennent des rôles importants dans certains médias français, qui peut être admis. C'est-à-dire qu'en gros, si t'as pas joué, t'as pas voix au chapitre, en fait. Ce qui est un argument qui peut être démonté en 2 secondes, mais bon, passons, c'est pas le moment. Moi, je serais peut-être entre Gabin et vous, les gars, parce que je pense que votre définition, elle est hyper restrictive, en fait. Parce qu'en gros, si tu considères les mecs qui sont... sur le terme... Parce que si tu considères les mecs qui vivent de ça plus ou moins et qui sont capables d'analyser des schémas tactiques tout en ayant background, parce qu'en gros, si tu es capable d'analyser le schéma tactique mais que tu n'as aucune notion de salary cap, un peu de CB, etc., pour moi, je sais pas si tu rentres dans le cadre, pour moi, il y a 10 mecs en fait, que tu peux citer comme analyste NBA en fait. Mais moi, juste sur le côté syndrome de l'imposteur dont tu as parlé, Tom, je trouve que c'est très juste. Et je pense que dans l'équipe, il y a différents niveaux, dans le sens où, tu vois, toi, Tom et Ben, vous êtes là depuis le début. Donc nous, on a un syndrome de l'imposteur par rapport à vous aussi, parce qu'on a été auditeur avant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et on s'est développé aussi avec le podcast. Je pense, je parle au nom de tout le monde, mais je pense qu'il y a un peu cette idée-là et qu'on s'est développé dans l'analyse, entre guillemets, du basket à travers votre écoute, et que du coup, en arrivant dans l'équipe, il y a forcément un peu un syndrome de l'imposteur aussi par rapport à vous, tu vois. Puis après, ils nous ont vus en off et ils se sont dit, ah ouais, c'est ça, d'accord. Okay. Là, c'est un syndrome de l'imposteur, mais c'est parce qu'on voit les impostures, en fait. C'est autre chose. On a eu les coulisses de l'enregistrement, justement, du podcast sur Victor par Ben la dernière fois. Effectivement, ça casse le mythe. Ça désacralise un petit peu. Mais, non, mais alors. Après, il y a que 5 personnes qui peuvent la comprendre. Non, 6 ou 7 peut-être. Non, mais après, tu vois, on a parlé de l'aspect vulgarisation. Justement, les pastilles CBA que Amine et Tom vous aviez fait, c'est de la vulgarisation. C'est ni plus ni moins que... C'est-à-dire que, en tout cas pour Tom, peut-être que pour Amine, ça lui a appris des trucs, mais pour Tom, ça lui apprend rien de faire les pastilles CBA. Moi, clairement, ça m'a appris des trucs, ouais. Voilà, mais pour Tom, c'est en gros expliquer aux gens des trucs que lui comprend déjà. Donc, c'est littéralement de la vulgarisation. Donc, il y a ce côté-là où je trouve ça intéressant. Après, sur l'analyse, oui, t'as peut-être des mecs qui vont savoir analyser le terrain, mais qui vont pas savoir analyser le CBA. Et du coup, t'as des mecs qui vont savoir analyser le CBA et le salary cap, et d'autres qui vont pas savoir analyser le terrain. Donc, je pense que tu peux avoir des analyses, mais des analyses sur un point spécifique, mais qui restent quand même des analyses. Eh ben, marquons une petite pause, les gars, parce que je pense que les auditeurs en ont besoin. On en a besoin. Je n'ai plus d'eau dans ma gourde. Donc, on va marquer une petite pause et on va se retrouver pour la suite de ces questions dans cette FAQ spéciale basket pour Noël 2023. On reprend après une pause qui aura duré vraiment 10 secondes. On n'a pas beaucoup trop parlé pendant cette pause. Alors, reprenons avec une question de Jacques, bien sûr, au Jack. Ou Jacques. Certains d'entre vous ont connu la période des forums NBA, si oui, des anciens de NBA Evolution ou de Basket Evolution dans vos rangs. Alors, on risque peut-être de voir un schisme générationnel ici, parce que non, je peux dire que Constant non, je peux dire que Gabin non. Est-ce que du côté de nos aînés, oui ou pas? Nos aînés. Non, j'ai connu les forums, évidemment. J'en ai connu plein, mais j'ai pas fait partie des forums basket. Ouais, même chose. Moi, quand j'ai commencé à parler basket, à échanger, c'était plus les commentaires de Basket USA. Je pense que comme pas mal de monde, notamment dans la communauté Twitter, et on retrouve certains noms, certains pseudonymes. Mais ces forums-là, en l'occurrence, participaient pas à l'époque. Pas avec Adrien. Ouais. Non, par Adrien, du coup, essentiellement la partie chat de Basket USA, le chat nocturne pendant les matchs en direct, des choses comme ça, mais pas de forum Basket Evolution, des choses comme ça. Mais c'est comme ça d'ailleurs que t'es arrivé ici, en fait. Clairement, ouais. Moi d'ailleurs, c'est peut-être là-dessus que je vous ai vu. Vous avez dû poster un commentaire ou un truc comme ça. Je sais pas comment je suis arrivé à Dunk Hebdo, mais c'est peut-être comme ça. C'est possible parce qu'en fait, on faisait un peu de pub et on va dire que certains anciens membres de l'équipe ancienne
on va dire, avait du mal entre la pub et le spam. C'est-à-dire que la petite nuance qui est parfois est ténue, hein, était peut-être pas maîtrisée parfois. Passons. Alors, on va enchaîner avec une question de quelqu'un qui est déjà passé dans le podcast, le French Knicks podcast, qui est toujours le nom de podcast le plus difficile à prononcer de l'univers du podcast mondial. Tom qui nous demande, avez-vous prévu de voyager dans la ville de votre franchise de cœur d'ici 2024-2025? Je suis exclu, donc non, je ne vais nulle part. Si, Atlanta. Et on va... Ouais, Atlanta, du coup, très très beau. Je vais aller voir Young Thug. Pour la musique, ouais, voilà. Les bars du coup, merci. Ouais, je vais aller à Magic City aussi. Merci de la... Alors non, c'est pas Atlanta, je crois. Merci de la réponse, les gars. Et surtout, si vous devez aller dans 3 monuments, places de cette ville, pour quelles raisons, lesquelles seraient-ce? En gros, allez, vous avez un voyage dans votre franchise de cœur. Est-ce que vous souhaitez y aller? Qu'est-ce que vous faites? Adrien, est-ce que tu comptes aller à Chicago? Alors d'ici 2024-2025, parce que c'est ça la fin de la question, c'est compliqué. Voilà, avec mes dispos professionnels, en fait, je pourrais aller à Chicago, mais je pourrais y aller hors saison, donc ce qui m'embête un petit peu. Et même si on était en play-off, hein, j'arrête tout de suite les vannes si elle se prévoit. Donc, du coup, elle se fait toute seule la vanne. Voilà, exactement. Du coup, d'ici 2024-2025, non, mais après, dans l'absolu, ouais, forcément, j'aimerais aller y faire un tour, notamment, bien sûr, à commencer par l'United Center et la fameuse statue de Michael. Après, derrière, à Chicago, bon, il y a quelques endroits qui sont assez connus. Il y a un musée, notamment le musée des Arts. Il y a le stade de baseball, apparemment, est vachement sympa. Mais globalement, après Chicago, c'est peut-être pas la première ville qu'on a envie de cocher quand on est touriste aux États-Unis. Moi, j'aurais envie d'y passer, justement, surtout pour aller voir le côté sport. Toronto. Alors, pour la petite histoire, je suis déjà allé à Toronto, mais que à l'aéroport, parce que j'allais pas à Ottawa, en fait. Est-ce que du coup, tu y es allé? J'ai déjà eu ce débat récemment. Je considère pas. J'étais à la fenêtre, j'essayais de voir si je voyais la tour, j'ai rien vu du tout. Ça marche pas. J'ai pas prévu d'y aller tout de suite, et là, j'ai pas de voyage de prévu, en fait, donc pour me projeter, on verra bien. Et sinon, non, si je devais y aller, il faut que je passe aux chutes du Niagara, qui ne sont pas à Toronto du coup, mais que j'ai loupé quand j'étais allé au Canada, et c'est vraiment l'endroit que j'ai envie de voir. Sinon, la ville en elle-même, j'ai entendu dire qu'à part la tour, il n'y a pas grand-chose à voir. Un petit New York qui paraît Toronto. Amine, Philadelphie. Philadelphie, il y a plein de trucs à voir, hein, mais c'est pas prévu déjà. Déjà parce que si je vais aux USA, je pense que c'est pas ma priorité, malheureusement. Désolé, mais comme l'a dit Adrien. Mais en revanche, ça pourrait être sympa. Et si j'y allais, la Liberty Bay évidemment, le Wells Fargo, et peut-être que j'irais me faire les marches de Rocky Balboa aussi, et voir la statue de Rocky. Bien sûr. Il y a pas mal de petits trucs à voir. C'est une ville très historique aux États-Unis, très importante dans l'histoire américaine, mais voilà, c'est pas. Tu as fait le clip de Bruce Springsteen aussi dans les rues de Philadelphie. Oui, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de. Mais c'est pas un goal si important que ça, on va dire. Mais si je pouvais y aller, ça serait très sympa. Avant de lancer Constant, je me dis qu'on n'a pas on n'a pas les bonnes franchises pour cette question. Oui, c'est sûrement ça, ouais. Surtout Oklahoma City. Alors là, parce que même Tom du côté de Memphis, tu vois, Memphis qui est un petit marché, il y a quand même 2-3 trucs à faire. Autant Oklahoma City, tu visites le musée, malheureusement en commémoration des victimes de l'attentat de 95, et ensuite il n'y a pas grand chose à faire. Faudra demander à Pierre qui lui est allé à Oklahoma City en saison en plus régulière, il y a de ça 1 an et demi. Non, c'est pas prévu parce que déjà je suis étudiant, donc je n'ai pas beaucoup d'argent. C'est une première problématique bien réelle, et puis l'argent est dépensé ailleurs, notamment dans un achat bien trop important de Blu-ray. Mais bon, on en parlera plus tard, la semaine prochaine dans les questions hors basket. Mais non, Oklahoma City, moi, il y a pas grand chose à faire. Moi, je compte y aller. Enfin, il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est un match de play-off sur place ou une série de play-off sur place. Ça, c'est un goal ultime. Je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais je sais que je le ferai un jour. Ça, pour le coup, Oklahoma City, une série ou un match de play-off, je veux y aller. Voilà. T'as de la chance, le temps que tu y ailles, du coup, la nouvelle salle sera construite. Elle a plusieurs milliards. 2030, 2029, elle sera inaugurée. Il va falloir quand même, je dirais peut-être avant, mais je sais pas. En tout cas, c'est pas dans l'immédiat, mais je sais que c'est un truc que j'ai envie de faire, d'être sur place et de vivre un truc assez exceptionnel en tant que fan. Tom, si on t'envoie actuellement du côté de Memphis, est-ce que tu vas voir un match ou pas du coup? Peut-être dans 2 semaines, ouais.
Non, mais en vrai, non, c'est pas prévu que j'y aille. Va à l'infirmerie. Je vais à l'infirmerie. Donc, c'est pas prévu que j'y aille, mais en tout cas, si jamais je devais y aller, du coup, les trois choses classiques, hein, je pense un resto de Barbac, classique pour la grillade locale, le Civil Rights Museum, où c'est l'une des raisons pour lesquelles Memphis est toujours présent au Martin Luther King Day, pardon, plus par rapport au Civil Rights Museum, Beale Street et le FedEx. Il y a pas. Tu vas pas voir Elvis? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Graceland, Graceland, c'est pas à côté de Memphis ou. Ouais, je sais pas, mais je sais qu'il y a un studio là-bas. Je crois que c'est le Sun Studio ou un truc comme ça qui est très iconique dans le rock'n'roll, rockabilly, de machin. Enfin, Memphis, c'est très c'est très cette ambiance-là si on parle musique. Mais on anticipe sur la semaine prochaine, je crois. Si, c'est à Memphis, Graceland. Je pense. Hein. Ouais, il me semble. Sur le boulevard Elvis Presley. En fait. Tu peux pas te tromper, hein. De toute façon, c'est le boulevard Elvis Presley. Donc, j'ai pas vraiment la tête de quelqu'un qui écoute Elvis. Hein. Oui, mais capillairement, t'es pas tout à fait dedans, quoi. L'histoire. J'imagine, tu vois, pour le coup, il y a plusieurs villes dont on a parlé qui sont chargées d'histoire. Tu vois, Chicago aussi. Chicago, déjà, c'est quand même la 3e ville des États-Unis pour le coup, et toute l'époque de la Prohibition et tout. Il doit y avoir des trucs pas mal à voir aussi en termes historiques là-dessus. Al Capone, etc. Et ouais, il y a des villes qui sont. C'est vrai que Oklahoma City, pas tant que ça, mais l'État en soi est chargé d'histoire, mais pas très positif pour le coup. Après, est-ce que l'histoire de Chicago est positive aussi? Ça, c'est un autre débat. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que l'histoire des États-Unis est positive aussi. Non, mais Tom parlait justement de Memphis, parce que je trouve intéressant, c'est pour avoir eu des gens qui sont allés à Memphis et à Nashville. C'est vraiment l'absence de mixité entre les deux villes, quoi. Que ce soit dans les registres musicaux ou que ce soit dans l'ethnie de la population. Donc, au moins, du côté du Tennessee, tu as vraiment Memphis et Nashville qui est intéressant à visiter pour voir l'opposition de style, vraiment que ce soit dans les gens ou dans le style de musique qui est... Pour croiser Eddie Mitchell. Et le point Eddie Mitchell que je ne savais pas qu'il pouvait exister dans un épisode de podcast. Moi non plus. Bon, les États-Unis sont nés à Philadelphie. Hein. Je dis ça, je dis rien. Quand même. Tout à fait. Des clashs historiques maintenant. Allons-y, on enchaîne avec des questions peut-être un peu plus rapides. Il y a des questions un peu de dilemme, etc. Enchaînons avec une question de Maxence qui avait été citée dans la première partie. Aucun feat n'est parfait, effectivement. Il y a eu beaucoup de feats dans la musique qui n'ont pas été parfaits, mais ça, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Mais qui privilégier pour les Knicks entre Mitchell et Mark Cannon? On est sur des questions dangereuses, parce que là, on peut faire 45 minutes. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont envie vraiment de parler? Moi, je dirais juste Mitchell, talent. Je dis pareil. Et Constant, je sens que tu as des choses à dire. Non, je vais faire très court. Je veux dire que alors je dis Mitchell, mais justement parce qu'il y a des rumeurs aussi sur Mark Cannon à OKC, ou la fanbase d'OKC qui souhaiterait avoir Mark Cannon. Je trouve qu'on est, avec Lauri Markkanen, on est de plus en plus sur un joueur théorique. C'est-à-dire qu'on garde que le positif de Lauri Markkanen, mais on oublie souvent que c'est un trou noir en attaque, que son passing est inexistant et que défensivement c'est très compliqué. Donc oui, il écarte le terrain. Oui, c'est un joueur qui peut exister sans le ballon, mais il est pas. Enfin, je vais vous poser une question très simple, très rapide. Aujourd'hui, vous prenez Porzingis ou Markkanen? Porzi. Ils n'ont pas le même rôle. Moi, je prends Porzi. Porzingis, il est trop Moi, je choisis Porzi, la protection de cercle. C'est quand il est là. Ouais, c'est ça. Je prends Mark Cannon. Oui, c'est vrai. Bah, pour l'instant, il est là depuis un petit moment quand même, donc ça fait 2 saisons qu'il est à peu près là, quoi. Mais autrement, jamais là. Mon point, c'est que vous avez un doute pour savoir entre Mark Cannon et Porzingis, alors que c'est deux mecs qui sont au maximum top 30 du DH20. Donovan Mitchell, il était 15e du DH20 l'an dernier. C'est vrai. Non, mais Mitchell. Il coûtera moins cher, Mark Cannon. C'est Danny Ainge. Super saison. Donc, Mais je pense que la question, je m'avance peut-être, mais je pense que la question, c'est plus fit ou talent, hein, Mitchell Markkanen. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. Et voilà, parce que Lauri Markkanen, moi, c'est juste comme ça que je le vois. Lauri Markkanen, c'est un finisseur d'action. Tu as déjà ton primary ball handler. Donc, dans la théorie, tu peux dire que le profil est mieux. Mais fit ou talent, je pense que c'est souvent. C'est une question qui revient souvent, notamment quand on parle de draft. Je crois que chez Dunk Hebdo, on a souvent envie de répondre talent quand même. Et l'histoire récente de la draft et de certaines équipes qui avaient notamment un très haut pic de draft dans la baie de San Francisco semble donner raison au clan talent. Ça.
Eh ben Tom, on t'a pas entendu sur celle-ci, je te lance sur la prochaine. Big Sam 23 qui nous demande quel move aimeriez-vous pour le Magic cette saison, la saison prochaine, pour passer un tour, voire plus si affinité? Est-ce que c'est pas trop tôt pour faire un... Le mec rajoute une question. Pour faire Alors, en vrai, ça n'arrivera jamais, mais all-in sur Steph Curry. Mais ça n'arrivera jamais. Sur Touquet, pourquoi pas. Ça n'arrivera jamais. Non, je pense que Orlando, c'est une équipe qui pourrait bien peut-être renifler du côté de Trae Young, potentiellement à la fin de la saison ou d'ici la saison prochaine, ou potentiellement Fred VanVleet. Il est bien. En J'ai fait, l'impression que personne n'a plus d'inspiration. En fait, on a parlé d'Orlando dans le 4 quarts, donc c'est peut-être pour ça. Non, de la Melo Trae Ball. Young, j'aime bien, moi. Soit la Mais on est tous soit la d'accord, Melo c'est un Ball, meneur, soit en fait il leur faut un mec qui est une superstar offensive qui leur apporte du scoring tous les soirs. La réponse c'est soit une superstar offensive, soit plus de temps pour que les Franz Wagner et les Paolo Banchero soient un peu moins irréguliers dans leur rapport au c'est scoring. Oui, parce qu'on voit que leurs résultats, ils sont un peu liés à leur niveau de guard play, leur guard qui commence à plutôt bien rouler, mais effectivement le stade d'après ce sera justement d'avoir justement le tiers d'au-dessus à ce poste-là probablement. J'aime bien l'idée Trae Young, m'amuse assez. Tu vois, pour le coup, moi, la Melo, j'aimerais bien, j'aurais profiter les préféré fans le du voir à Magic, Houston. soyez tu pas vois. pressés. Ça aurait été basket champagne. Je sais pas parce que je trouve quand même que t'as plus de joueurs qui peuvent agresser le cercle du côté d'Orlando que du côté de Houston, ce qui est le défaut majeur de la Melo Ball, je trouve. Alors moi, vous voyez comme quoi l'analyse peut être différente. Moi, c'est des considérations hors basket qui me font dire que la Melo à Houston, c'est une mauvaise idée. Oh non. Tout le monde se tient bien à Houston, hein. Je suis désolé, tout le monde se tient bien. Hein. Oui, cette année, pour l'instant. Et peut-être que la Melo Ball, c'est à cause de Charlotte aussi. Hein. Donc, oui, parce que à qu'il y a Charlotte, quand tout le même monde des se tient mal. récidivistes. Donc, Après, dans un autre registre, peut-être Towns. Oh non. Magic. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on est en train de refiler les trois mêmes joueurs que à peu près la moitié des fanbase NBA se voient refiler. Genre, C'est ceux aussi qui semblent disponibles parce que, comme dit Tom, tu pourrais dire Steph Curry, tu pourrais dire, je sais pas, Damian Lillard ou Shai Gilgeous-Alexander ou Tyrese Haliburton, voilà, mais on les voit pas bouger de sitôt. Quoi. Ou Donovan Mitchell. Allez. Trae Young, l'aveu d'échec s'il est Oui, transféré. ou Nikola Jokic, mais enfin bon. Je pense qu'on fera un point à Atlanta bientôt, ça fait bien longtemps. Mais si tu le transfères comme ça, là, l'aveu Benny d'échec. Salim, il veut faire un point à Atlanta. Attends, c'est clair. Même pas. L'odeur du sang. la saison n'est pas finie du côté d'Atlanta. Attends qu'elle soit finie. On sait jamais. Il reste encore 58 matchs à jouer. Ils ont le temps de faire un turnaround sur leur saison. Ouais, ils ont le temps de Mais faire vous savez quoi, je me suis dit, Atlanta, c'est très nul. Mais au moins, c'est sympa. Parce que tu regardes et là, ils ont joué 2 fois contre Toronto. Des fois, Trae Young, il tire de la ligne à 4 points imaginaires, ça rentre. Tu lèves les bras, tu fais wouh. Ouais, mais je déteste cet argument. Cet argument, je le déteste parce qu'on... Gardez-le pour un prochain podcast, là. Commencez pas. Gabin, ne met pas de siège dans la machine. Ça légitime tout, en fait. C'est ça que ça légitime tout. Oui, mais en fait, non, mais c'est le point de vue d'un supporter des Raptors, c'est tout. C'est juste, c'est juste ça. Il se passe rien. Ne cherchez pas à intellectualiser cette réponse. Hein. Il remet tout sur le prisme des Raptors. Donc du coup, dès que tu vois une équipe qui tente des 3 points en pull-up, il se dit c'est du basket champagne. Moi, je suis trop content de voir nos adversaires et de me dire putain, lui, il joue trop bien. Allons-y. Une question de Mascotte Don't Lie qui nous demande à qui auriez-vous donné... Alors, on est très actualité. À qui auriez-vous donné le ballon? Le recordman Bucks ou le rookie Pacers? Alors, expliquons. Parce que je pense que tout le monde a suivi cette séquence. Donc, Giannis score un camion de points et il y a cette polémique après la fin du match où, en gros, les Pacers auraient gardé... Alors, il y a eu d'autres évolutions depuis. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment suivi. Ils auraient gardé le ballon et Giannis aurait... passiblement énervé d'après les images et voulait le ballon par rapport au record de points, etc. Qu'est-ce qu'on en pense? Gabin, une réaction. Là, Gabin, il est chaud. Vas-y, Gabin. Alors, j'ai vu sur Twitter plein de... En 3 parties. J'ai vu sur Twitter plein de réactions, genre on est à l'école primaire, il va chercher son ballon, il a pas assez Mon ballon. Mais exactement. Moi, je peux comprendre que ça soit marrant, mais juste, il a mis 63 points. C'est le record... 64 ? Oui. Ah, désolé. Je suis pas un analyste, je suis très mal informé. C'est le record de la franchise et il y a une symbolique derrière et on sait que les joueurs, ils aiment bien avoir le ballon. Et il en avait parlé même quand il gagne le titre au Game 6, il a pas pu l'avoir alors que
c'est un peu sympa d'avoir une salle des trophées chez toi avec tes ballons, j'imagine, des historiques. Et que le rookie des Pacers ait marqué ses premiers points, je suis désolé, ça n'a pas autant d'impact Sur lancer franc. Je comprends qu'il veuille marquer la date. Et donc, il demande, donnez-moi le ballon, les autres, ils partent avec. Non, je suis désolé, tu lui rends. En plus, t'es à Milwaukee. T'as pas à récupérer le ballon comme ça quand il y a un record all-time. Voilà. Moi, à la fois, je suis d'accord avec Gabin sur ce qu'il a dit, mais aussi, je m'en fous complètement. Voilà. Pas que je m'en fous. Non, mais c'est des sujets qui m'intéressent vraiment très très peu. Mais, vas-y, Constant, tu lèves la... Oh. Mais dans l'idée, le record de Yanis, c'est pas rien. Donc, je comprends l'envie. Ouais, mais il y a un truc très matériel. Qui marque des points tous les ans, ça va quoi. Oui, non, mais puis en plus, il y en a qui ont dit qu'il avait mis des points au in-season tournament. Après, voilà, c'est des, comment dire, c'est des espèces de traditions américaines. Ils sont très matérialistes à ce niveau-là. Moi, juste ce que j'ai envie de souligner, c'est qu'a priori, ils sont tous dans le doute de où est le vrai ballon parce que c'est un mec de la sécurité de la salle qui aurait récupéré le vrai ballon. Donc vraiment, alors là, voilà. Pour ça, je rejoins Amine. Moi, au final, je m'en fous, ça m'amuse plutôt. Voilà, je vais dire ça comme ça. Justement, puisque tu parles du côté très matérialiste des États-Unis, Adrien, quand il y a un record qui est battu en NFL, tu sais où il va le ballon, hein. Il va à Compton en Ohio, il se retrouve là. À partir de quand c'est les joueurs qui récupèrent le ballon quand il y a un record de franchise qui est battu? Ça devrait appartenir à la franchise. Déjà, premier point, je savais pas que on n'avait pas le droit de réutiliser les ballons. Hein, première nouvelle. Et deuxièmement, tu fais comme en NFL, quand il y a un record qui est battu, tu prends le ballon et puis tu le mets dans un musée du côté de Milwaukee, à côté du Fiserv Forum. Je trouve que voilà, et déjà c'est un truc de gamin. Je comprends que Giannis puisse avoir les boules, mais déjà que tu puisses pas réutiliser les ballons, bon, c'est quand même un peu stupide. Et deuxièmement, c'est un truc où quand c'est un record, c'est pas forcément aux joueurs de l'avoir, c'est peut-être plus à la franchise de l'avoir. Mais sinon, c'est deux gros gamins de cours de récré qui font mon ballon. Et faut pas se plaindre après si on considère que la NBA est une télé-réalité. Et je conclurai juste en disant que l'effet papillon de ce scandale, c'est le retour de James Johnson chez les Pacers. Voilà. Et le retour du nom de Michael Redd aussi dans l'actualité quand même. Parce qu'il a même fait un record de Michael Redd, donc faut pas non plus... Bon. Mais j'accepte de dire que la réaction de Giannis est vraiment disproportionnée. T'as l'impression qu'il va le fracasser quand il part en courant, alors que finalement on parle que de ça. Oui, tu peux discuter. Vous pouvez discuter tranquillement dans la forme. En fait, le fond, voilà, chacun a ses raisons qui peuvent se défendre. C'est vrai que la forme est un peu exagérée. On va dire ça comme ça. Regarde, vous analysez la position de Tom en tant que bon politicien. Il ne répond pas à la question. Il se cache depuis 5 minutes. En fait, je pense que ça doit faire partie des peut-être des règles non écrites, tu vois, les Newton Rules de la NBA, que voilà, quand tu bats ton record, bah, tu as le ballon du match, tout ça. Et je pense que c'est pour ça que Giannis s'est énervé. Pour le coup, en tout cas, pour répondre à la question, je pense que je l'aurais donné à Giannis puisque ça a plus de symbolique. Désolé pour le joueur, donc il est pour moi très difficile de Oscar Chiboué, ouais. De dire le nom, mais ouais, je l'aurais donné pour répondre à la question, purement j'aurais donné à Giannis sans qu'il y ait autant de remue-ménage à cause de ça, quoi. Enfin, voilà, quoi, c'est pas nécessaire. Là, les mecs sont sous pression NBA, entre Draymond qui pète des câbles, enfin, les mecs sont sous pression, on comprend plus rien. Surtout qu'il y avait déjà eu un petit truc avant avec Portis et tout ça dans le match. Oui. Non, mais c'est surtout. Attention à Bobby Portis. Non, mais le truc en plus, c'est que. Bon, alors déjà, si la NBA était un prof sévère, elle aurait coupé le ballon en deux et elle aurait donné la moitié de ballon à chacun. Comme ça, au moins, il n'y aurait pas eu de. Voilà, comme ça, il n'y aurait pas eu de punition, mais c'est surtout, ça montre à quel point c'est des gamins en NBA, parce que là, on enregistre au moment où Bronson a mis 50 points, du coup, t'as Julius Randle qui récupère le ballon en disant « Vous avez vu, j'ai la balle ». C'est des gamins, genre, mais je dis pas ça négativement en disant, voilà, c'est des gamins. C'est partie du spectacle. C'est des grands enfants, quoi. C'est la NBA est la plus grande télé-réalité du monde où, voilà. Donc, c'est normal que ce soit des grands enfants, c'est des gens qui sont devenus très riches très tôt, donc c'est difficile de grandir. Voilà. Dennis Schroeder s'est moqué aussi. Hein. Il a reçu un ballon, il a dit c'est bien le vrai. Enfin... Voilà.
Ils se foutent tous de la gueule de Giannis, c'est très drôle. On a passé trop de temps sur cette question, tu veux mon avis? Oui. Beaucoup trop. Et surtout que la réponse était évidente. Donc passons, j'ai même pas besoin de répondre à ce genre de questions. Quand il a fallu sur la séquence 5 minutes pour que le nom du rookie des Pacers sorte, c'est pour moi la réponse la plus éloquente. Mais ses premiers points en décembre, ça prouve bien que... Bref. Alors il y a Rodolphe qui nous demande qui est pour vous aujourd'hui le meilleur poseur d'écran de la NBA. Est-ce que c'était pas un titre qui était longtemps à Steven Adams? Là, je lance Tom et Constant. Ça l'est toujours. Hein. Ouais, pour moi, aussi. c'est Sabonis. Hein. Alors, c'est Sabonis pour 2 raisons. Les endroits où il est capable d'aller poser les écrans, parce qu'il peut aller très loin au-delà de la ligne à 3 points et être dangereux après sur le short roll. La diversité du type d'écran qu'il est capable de poser. Il pose des ghost screens, il pose des butt screens qui, pour moi, sont scandaleux. Mais bon. L'espèce de mec, d'écran là où le mec laisse traîner le cul. Là, c'est quand même scandaleux. Alors, pour ceux qui sont en audio, on a eu une représentation le bout de Tom. Et il fait les exit screens et tout ça. Et il est aussi, et pourquoi je dirais Sabonis, c'est que, pour moi, dans la notion de la pose d'écran, il y a ce que tu es capable de créer comme espace. Et si tu reçois la balle, ce que tu es capable de générer après derrière. Et pour moi, Sabonis, c'est celui qui a le meilleur des mondes si on prend ces deux choses-là. Moi, si on prend juste la pose d'écran, c'est-à-dire que la séparation que tu crées entre le joueur qui défend et le joueur pour qui tu poses l'écran, pour moi, il y a les blessures, mais Steven Adams a eu le titre incontesté pendant des années. C'est-à-dire que les écrans de Steven Adams, c'était, je pense que c'est des joueurs hyper talentueux. Mais les carrières de Russell Westbrook et les carrières de Ja Morant seraient peut-être un peu moins exceptionnelles s'il n'y avait pas eu Steven Adams en poseur d'écran. Sinon, Sabonis, Rudy Gobert pose des très bons écrans. Je vais en citer un dernier qui est quand même assez sous-estimé. Alors, ces écrans sont aussi questionnables, mais je trouve que Bam Adebayo, en termes de poseur d'écran, on le mentionne pas souvent. Alors, ces poses d'écran sont un level bogutesque 2016, c'est-à-dire que ils sont pas légaux globalement, ou la plupart sont difficilement légaux, mais je trouve que Adams, Gobert, Bam, pour moi, c'est les trois un peu qui font référence dans le domaine de la pose d'écran. J'ai envie de dire Jokic aussi qui est un peu, c'est pas le poseur d'écran brut, mais la capacité de choses qu'il est capable de faire après quand il roll, en fait, c'est impressionnant. Donc il peut pop en fait et il est dangereux. Donc ça rend la personne balle en main aussi dangereuse grâce à Jokic qui pose l'écran. Alors que par exemple un Gobert, on sait qu'à part la finition, il va pas faire grand chose. Même si sur l'écran il est plus brut. Bon, moi j'aurais tendance à dire quand même Steven Adams parce que le truc Tom c'est que Sabonis dans le système de Mike Brown avec les Kings, il est amené à faire des trucs avec les écrans qui sont pas amenés. Alors tu peux pas sanctionner les autres parce qu'ils le font pas, mais tu vois tous les écrans que tu as décrits et même très bien mimés en l'occurrence, ils sont pas amenés à tous les faire. Donc je pense que quand même t'as tout résumé, Constant, en création de séparation, je mettrais Steven Adams numéro 1. Et là, c'est là où on est bien content. Il y avait la question sur nos qualités de joueur NBA. On est bien content de ne pas avoir à affronter un écran de Steven Adams. Adrien, est-ce que tu veux reprendre la présentation pour le prochain? Parce qu'on a eu un grand débat. On a eu un grand débat dans l'équipe. Comment on prononce le nom du rookie du Heat? Parce qu'on va être honnête, moi, le Heat, c'est une équipe que je regarde très peu en début de saison. Parce que j'estime que on aura affaire à eux plus tard. Donc, Raquel. J'y vais, si tu veux. Surtout qu'il y a 2 questions en une. Je vais pouvoir citer les deux. Donc déjà, je vais citer les deux. Donc Marcel Perdu et Quentin Spo Coach of the Year. Qui nous pose des questions autour donc de ce fameux Raquez Junior. Alors le débat qu'on avait, c'était avec Amine sur le prénom. Alors pour moi, vu qu'il est américano-mexicain, c'est Jamie. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, c'est Raquez Junior. Ça, c'est sûr. Qui est un joueur. Donc, ouais, peut-être. En tout cas, voilà, c'est Raquez Junior qui est le rookie du Heat, qui fait beaucoup parler, qui est un peu hype en ce moment. C'est pour ça qu'on a 2 questions dessus. Marcel Perdu qui nous demande amour, avis, bilan et perspective. Et du côté de Quentin, c'est un peu plus sournois. C'est Raquel Junior ou Brandon Miller. En tête de Hit Me Up, on le précise. La question n'est pas anodine. Mais évidemment, oui, c'est vrai que c'était totalement orienté. Après, Spo, Coach of the Year, je pense qu'il y a déjà un indice. Oui, mais comme Maxence, la question sur les Knicks. Et Marcel, la data team d'envergure. Voilà. Traduction de la question de Spo, Coach of the Year. Est-ce que vous regardez le Pro Shooting aussi? Perso, alors, je sais pas vous les gars, mais moi, je veux pas m'avancer parce que j'ai pas assez vu. Alors, j'ai vu un peu les Hornets à mon grand désespoir récemment. Mais
J'ai pas assez vu le hit pour avoir un avis. Et vu que je suis pas à la draft, je préfère rien dire. Moi, personnellement, j'ai pas assez vu les Hornets pour un avis sur Brandon Miller, à part voilà, les avis statistiques. Alors. Mais pour le coup, pour le Rackets Junior, parce que le hit, je les ai un peu plus regardés dans les équipes de l'Est, on s'amuse pas partout. Donc des fois, regarder le hit, ça fait un peu plaisir. Puis on les a pas mal joués du côté des Bulls. Bah, en fait, moi personnellement, je suis dans l'équipe. C'est Jimmy Butler version mexicain. C'est mini Jimmy Butler version mexicain. Je veux dire, c'est extraordinaire. Moi, j'adore ça. Il a le type de play. Il est appelé sur les mêmes types de play que Jimmy Butler. On voit qu'il s'inspire vraiment de Jimmy. Donc voilà, moi qui suis, et tout le monde est au courant. Enfin, en tout cas, dans les auditeurs, je pense que vous êtes maintenant au courant que j'adore Jimmy Butler. Donc on a la version miniature, la version rookie, forcément. Ça fait plaisir. Après, comme toujours, les rookies, même sur un début de saison, ça commence à faire beaucoup de répétitions et c'est plutôt encourageant. On va toujours rester un peu prudent. Il a un beau joueur de roleplayer. Vu qu'Alan est parti, Alan est parti, donc je reprends la relève du scouting. Et moi, je l'avais vu en vrai à UCLA, Rémi Raquez. Voilà, je peux flex un petit peu, c'est le moment. Mais il est vraiment très impressionnant. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est l'âge, parce que c'est un rookie vieux. Donc 22 ans, il va sur ses 23. Je me dis, est-ce que la situation elle me fait un peu penser à toute proportion gardée à Chris Duarte, qui est arrivé dans la ligue aussi à un âge similaire, et on s'est tous excités sur le début de saison et on s'est rendu compte que le plafond était pas si élevé finalement. T'es plus vieux Chris Duarte quand même. Il avait déjà 24 ans, un truc comme ça. 23, 24 ans, il me semble. Mais je me dis, est-ce que un rookie de 22 ans, est-ce que du coup on s'attend à une marge énorme à avoir, mais il l'a fait, hein. On l'attendait pas à ce niveau-là en tout cas, donc c'est énorme. Lillard aussi était vieux, hein. Ouais, Lillard, 22 ou 23. Enfin, ne partez pas en débat sur les vieux rookies, s'il vous plaît. Restons concentrés. C'est pas parce que le plafond n'est pas déterminé par ton âge. Tu peux avoir 18 ans, avoir un plafond hyper bas. C'est juste que, oui, on se dit, il est plus vieux. Bah, du coup, ça donne un truc où t'as un joueur un peu plus NBA ready, t'as un joueur qui est mieux. Et du coup, pour Rami Raquez, que je suis allé voir en même temps que vous parliez l'annonce d'Adam Silver au moment de sa draft. Il dit Rami Raquez. Donc, écoutez, ça a l'air de se prononcer. On va suivre Adam Silver. C'est que généralement, ils ne courent pas trop sur les prononciations. Ça fait un peu mal de mal prononcer le prénom au moment où tu annonces peut-être l'un des plus beaux jours de la vie d'une personne. Non, je trouve que, j'ai pas, comme Ben, je regarde pas beaucoup le hit parce que déjà la conférence Est, ça me fait pas spécialement rêver. C'est-à-dire que je vais être très honnête. Non, mais je regarde. Je suis pas celui qui regarde pas, mais je regarde beaucoup Orlando, je regarde beaucoup Indiana. Maxence oblige, je suis obligé de regarder les Knicks. Mais en gros, la conférence Est, je fais Boston, ils ont fait quoi? Ah ouais, Boston, ils roulent sur la conférence. Ok, on va peut-être regarder ce qui se passe à côté. Mais non, mais pour Rami Raquez, du coup, je trouve que il a repris un petit peu. En fait, il compense la perte de Max Strus, notamment, et de Gabe Vincent. Il fait un peu un mix des deux, notamment sur la capacité de playmaking qu'il peut avoir et dans l'utilisation. Oui, il y a un peu de Butler, mais c'est surtout, il reprend ce pourquoi Gabe Vincent et Max Strus étaient sur le parquet. Je trouve que c'est un rookie pas inintéressant. Après, j'ai quand même des doutes sur la viabilité à long terme. C'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas sur un joueur un peu flashy au début qui ensuite va se tarir parce qu'on a joué 25 matchs, mais 25 matchs c'est court. Même dans une saison NBA, finalement, tu as joué le quart de la saison, donc on va voir. Et surtout, je suis inquiet, c'est que si le Heat venait à se qualifier pour les playoffs, est-ce que là, pour le coup, la marche serait peut-être pas trop haute pour un joueur de première année? Voilà, c'est ça qui m'inquiète, mais sinon, c'est un rookie très intéressant. Ça peut-être. Ouais, je veux juste réagir sur le skill set, ce qui montre, c'est quand même beaucoup de fondamentaux, c'est des bonnes lectures, etc. Alors après, il y a l'environnement hit qui est toujours un facteur. On y revient chaque année, il y a des joueurs qui sortent. Mais voilà, c'est surtout sur des fondamentaux, sur des prises d'appui, sur des choses qui, pour le coup, vieillissent plutôt bien et paraissent moins fluctuantes qu'une très forte adresse ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, ça, c'est plus rassurant pour lui. En tout cas, avoir un niveau plancher. Après, le plafond, c'est une vraie haute question qui sera peut-être pas aussi haut que ce qu'on a envie de nous vendre et ce que je comprends les fans du hit. Mais en termes de niveau plancher, c'est un joueur qui, a priori, moi, je compte le voir en NBA pendant quelques années. Ça ressemble pas mal à une version moderne de Kyle Anderson ou quelque chose comme ça, quoi. C'est quelqu'un qui est très à l'aise sur le post-up, qui arrive à créer pas mal de choses sur le post-up, qui est à l'aise qui est à l'aise pour scorer sur le post-up et pour créer à partir du poste bas. C'est quelqu'un qui a aussi une bonne force fonctionnelle, du coup, qui arrive à aller dans ses spots sans forcément avoir besoin d'écran et qui bouge les joueurs. Ça, c'est un truc intéressant, qui bouge les joueurs, voilà. Très Jimmy dans le style pour aller à cet endroit, et qui est aussi très intéressant sur tout ce qui est cut et tout ça. Donc, pour l'instant, il a l'adresse, donc pourvu que ça dure, mais c'est vrai que c'est un rookie en tout cas qui est intéressant. Moi, je le connaissais pas avant sa draft, et c'est quelqu'un qui a popé sur les 20 premiers matchs que j'ai regardés.
Moi, je veux juste tordre un peu la question où on parlait de Brandon Miller. Je voulais juste être patient avec Brandon Miller. C'est-à-dire qu'il arrive dans un contexte qui n'est pas terrible. Donc, le comparer tout de suite à un rookie qui marche bien dès le début, moi, je suis pas très chaud pour qu'on juge Brandon Miller au bout de 20 matchs. Même si le choix des Hornets m'avait beaucoup déçu à l'époque, tout ça. Mais d'ailleurs, c'est une réflexion qui est valable aussi pour Scoot. Je pense vraiment que après une vingtaine de matchs, soyons un petit peu plus patients et attendons d'en voir un petit peu plus de ces joueurs avant de les juger définitivement. Il est pas mauvais, Brandon Miller. Ouais, vous l'aviez cité il y a... il fait des choses intéressantes, c'est juste que il a une efficacité qui est fluctuante, justement. Néanmoins, à 3 points, il est plutôt efficace, justement, et il y a des choses... Il a un gros usage. Il y a du contexte, tu vois. Après, c'est la problématique de ces joueurs-là, c'est que, tu vois, c'est un joueur qui, moi, perso, me rappelle un peu Rodney Hood au début, parce que c'est un joueur qui est quand même frêle, et du coup, pour aller dans ces spots, il se fait bouger, et c'est quelqu'un qui va pâtir un peu de l'efficacité tant qu'il ne sera pas impeccable sur son handle pour créer de la séparation. Mais après, c'est vrai que la problématique qu'il a, lui, c'est l'absence totale de guard play depuis qu'il joue. C'est un peu... même au niveau intérieur, Mark Williams, il a fait un bon début de saison depuis que LaMelo Ball s'est blessé. Mark Williams, on le voit moins. Alors, il s'est aussi blessé, mais on le voit moins. Et tout ça, tout l'écosystème autour, c'est pas bien, tu vois. Il y avait Miles Bridges qui était là, qui est revenu, tout ça. Je pense qu'il faut lui laisser du temps. Mais en tout cas, s'il a des minutes sous Clifford, donc ça laisse présager peut-être de bonnes choses. Donc ça veut dire que c'est pas un joueur peut-être hyper négatif défensivement, il se débrouille, quoi. Très bonne réponse, très complète, les gars. Merci beaucoup. Terminons avec, parce qu'on a beaucoup enregistré en fait, parce que peut-être qu'on enregistre 2 épisodes de suite, donc on a beaucoup de temps devant nous. Une question de Diam Sao qui nous demande Azad ou Guillaume. C'est les mêmes. La question. C'est les mêmes. C'est Jimmy et Rémi Raquez, du coup. C'est comme, je vais faire une référence de cinéphile, mais c'est la personne aux 2 personnes. Donc, c'est les mêmes de toute façon. Donc, il n'y a pas à choisir. Vous prenez les deux. Ça dépend. Moi, j'ai noté, et ça fera une transition pour l'épisode d'après, si on parle basket ou hors basket. Hors basket, si on doit aller sur les blind tests ou faire des calembours avec les grosses têtes, je prends Guillaume quand même, qui a quand même un niveau un peu plus élevé sur les jeux de mots totalement improbables quand il fait des quiz. Eh bien, terminons là-dessus. Alors, pour peut-être que Azad Azmat la NBA que nous avions reçu avec Amine ici présent dans un Duncan Friends et Guillaume du Basket Lab que nous avions reçu dans un Duncan Friends aussi. C'est incroyable. Avec Winston. Avec Winston, exceptionnel. On a cité tous les invités du Duncan Friends à l'exception d'Antoine sur le podcast, sur le Clutch. Donc voilà, ça c'est fait. Allez écouter les Duncan Friends, ils n'ont pas trop vieilli. Voilà. On a terminé la première FAQ. C'était comment, les gars? C'est sportif. Alors, c'est top. Trop court. Adrien peut le dire, à la présentation, quand t'es là, t'es un peu en surchauffe, parce que tu dis, ok, là, lui, il part et tout, est-ce qu'on ménage un peu tout le monde? Donc c'est un peu compliqué, mais ça va. En tout cas, on vous remercie d'avoir écouté cette première partie. On se retrouve la semaine prochaine pour une partie un peu moins basket. Je regarde les questions, on va parler de quoi? On va parler de nourriture. Nourriture, musique. On va beaucoup parler de nourriture quand même. Bref, on va beaucoup parler de nourriture. Enfin, d'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur votre appli de podcast préféré, à nous suivre sur YouTube et également sur Twitter. On prend une petite pause, les gars, et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode hors basket. C'est une fois par an, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Salut. Salut. Ciao.